Donc, en fait, on redémarre l'après-midi maintenant. On arrive à la période où nous allons avoir un panel qui va permettre aux lauréats du prix Relève de nous partager leurs expériences. Donc, j'inviterai maintenant, notre animateur est déjà en place, M. Paul Lecomte. Donc, M. Lecomte est titulaire d'un baccalauréat en agronomie de l'Université Laval. Il possède une grande expérience des secteurs agricoles et agroalimentaires. Directeur général du Fonds d'investissement pour la relève agricole, M. Lecomte est près des entrepreneurs agricoles et est très conscient des enjeux qu'il rencontre. Il abordera chaque lauréat selon différents sujets, dont la conciliation travail-famille que nous avons déjà abordé ce matin, les défis rencontrés en agriculture, les solutions qu'il trouve pour relever les défis et l'utilisation des services existants dans le développement de leur entreprise. Donc, M. Lecomte, je vous invite à maintenant à prendre la parole et présenter les panélistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Merci, Mme Boivin, d'avoir pensé à moi pour animer le panel. Je vous demande votre indulgence. C'est la première fois que j'ai l'opportunité de faire ça. Je vais faire de mon possible et de mon mieux. Mais je crois qu'avec la brochette de panélistes qu'on a, on est vraiment privilégiés. On a droit à des méritants, à des récipiendaires de l'Ordre du mérite national en termes de relève, que je vous présente dans un ordre désordonné au niveau des années où ils ont été élus, mais des gens qui ont une expérience extraordinaire, des gens qui ont pris la relève, qui ont démarré ou qui ont fait une relève familiale. C'est un privilège, c'est un avantage qu'on a de pouvoir leur poser des questions et je vous invite à participer à ce panel-là. Un panel est autant plus intéressant que tout le monde participe. Les questions, oui, on en a préparé plusieurs ensemble pour pouvoir couvrir les sujets, mais vos interrogations, au bout du compte, c'est ce qu'on cherche à solutionner, à répondre lors d'un panel comme ça. Donc, sans plus attendre, je commence à vous présenter les gens qui vont faire partie du panel aujourd'hui. Je commence avec Marie-Pierre Dubout et Sébastien Grandmont, qui ont repris la ferme Le Petit Mât en Esprit à Martinville. Je vous invite à venir vous asseoir, s'il vous plaît. Marie-Pierre et Sébastien ont repris la ferme. Je vais vous inviter à venir plus proche de moi pour donner une chance à Geneviève et Jim d'être sur le côté. Ont repris la ferme Le Petit Mât en 2013, ferme de production d'ail, principalement. Essentiellement. Provenant du milieu urbain, on appelle nos gens des producteurs des néo-ruraux, communément. 2013-2017, superficie en culture sont partis d'une petite dimension. Je vais vous inviter à présenter votre ferme davantage et ont cru de façon assez importante. Donc, pour un exemple de relève, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Ils se sont illustrés au travers des dernières années depuis leur démarrage au niveau de leur gestion et de l'organisation de leur production de façon exceptionnelle. Et vous avez été des modèles pour plusieurs au niveau du maraîchage québécois. Je vous remercie d'être là. J'invite après Andréane Benoît, ferme avicole à Benoît, de Sainte-Brigitte-des-Sceaux. Andréane, je m'excuse, vous étiez récipiendaire de l'Ordre du mérite national en 2017. Merci. Andréane a été récipiendaire du mérite en 2016. Andréane a pris les cordeaux au niveau de la ferme avicole en 2004, repris à temps plein en 2007 et tout dernièrement vient de prendre les cordeaux d'une entreprise laitière de quand même 70 vaches quasiment. Andréane se distingue aussi au niveau de son style de gestion, de la façon qu'elle influence l'agriculture en général, maintenant ambassadrice pour, je m'excuse du nom exact. Agriculture plus que jamais. Je te remercie de ta présence. J'inviterai François Enfield. François est l'associé avec Véronique Bouchard dans la ferme aux Petits Oignons, récipiendaire de l'Ordre du mérite national en 2015. Si je ne m'abuse, François? Oui. Et en agriculture. Et repris les Petits Oignons et démarré les Petits Oignons depuis bientôt 10 ans. 13 même. Ça dépend comment. C'est beau. Donc, je vais te préciser dans quelques minutes. Et finalement, j'invite Jim Thompson et Geneviève Grossenbacher. Et Geneviève, oui, tu es là. Bébé Frédéric? Non? Les derniers récipiendaires du mérite, la relève de l'Ordre national du mérite agricole en 2018. Merci de votre présence. Geneviève et Jim ont parti en agriculture il y a bientôt 8 ans, à temps régulier, et sont aujourd'hui propriétaires de Our Little Farm, notre petite ferme, qui est située à Tursault, en Outaouais. Je vous remercie tous de votre présence, participation.
Si je faisais un petit tour de table, en commençant par nos derniers récipiendaires, pouvez-vous nous décrire un peu rapidement en quoi consiste votre entreprise, à quel endroit vous êtes localisé pour le bénéfice de l'auditoire, s'il vous plaît? Parfait. Donc, notre petite ferme, on a commencé en 2011. C'est aussi la même année qu'on a commencé notre famille de trois petits gars, 7 ans, 4 ans et nouveau-nés. Nous autres, on fait des paniers bio. Une des choses, je pense, qui distingue un peu nous autres que des autres fermes, c'est on a fait vraiment à étape. Là. Je pense qu'on a utilisé comme tous les programmes de MAPAC en total. Là. Donc, effectivement, on a commencé, je travaille pour d'autres firmes pour 6 ans en faisant les paniers bio. Puis après ça, je fais à la plateforme agricole L'Ange Gardien. C'est à L'Ange Gardien en Outaouais. Ça, c'est une plateforme où le monde peut louer les équipements, puis les équipements, les infrastructures, les serres, les frigos, tout ça, pour commencer leur entreprise. On a fait 5 ans là-bas. On a montré qu'on a un chiffre d'affaires intéressant. Puis à ce point-là, on a trouvé notre terre à Lochaber Party West. Puis ça a pris une couple d'années de finaliser le déménagement. Puis on vient de déménager à la maison à la ferme ce mars. En mars dernier. Merci beaucoup. François, 13 ans d'agriculture, mais... Oui. Ça ressemble à eux, en fait, panier bio, pour résumer, mais on a commencé en 2005, on était étudiant à l'université, fait que je sais pas si je compte ces 2 années-là, que c'était comme un emploi d'été qu'on s'était auto-créé, mais c'était du temps partiel pour expérimenter. En 2008, on a commencé à essayer d'en vivre. On a commencé à 8 paniers la première année, 15, 30, puis là, on était à 700 abonnés à toutes les semaines de l'année depuis cette année. Puis on a ouvert aussi on n'est pas à 700 l'hiver, là, mais l'été, 700 par semaine. Puis on a ouvert cette année une épicerie bio locale, VRAC, à Mont-Tremblant, qui est un nouveau défi. On est à 25 employés. Andréane, probablement de tous nos panélistes, tu es la seule d'origine rurale qui est restée dans le giron familial. Ah. Tous les autres, vous êtes des néo-ruraux au niveau de votre établissement d'agriculture. Je le dis, je le souligne parce que souvent on se pose la question, est-ce que l'agriculture, c'est seulement pour les gens qui viennent du monde agricole? La réponse est devant vous. Non, effectivement. Moi, je suis née sur une ferme laitière au centre du Québec, à Sainte-Brigitte-des-Sceaux. Puis, en 2004, je voulais vivre de l'agriculture, mais je trouvais ça quand même exigeant, une ferme laitière. Donc, je me suis diversifiée en avicole. Ça fait 14 ans que j'ai des poulaillers. J'ai commencé avec 1, je suis rendue avec 2. Je produis 700 000 kilos de poulet par année. Puis, en 2015, à cause on ne pouvait pas vraiment prendre d'expansion à cause des quotas. Il y avait un moratoire qu'on ne pouvait plus racheter de quotas de poulet. Donc, en 2015, je me suis diversifiée. J'ai acheté une ferme laitière. Et puis, c'est un employé qui travaille, qui fait les trains là-bas. Puis moi, je m'occupe de la gestion. Puis, cet été, pour la première fois, j'ai acheté une terre, j'ai acheté 100 acres de terre agricole qui est à côté du site de ma ferme avicole. Donc, puis nouvellement, c'est ça, je suis rendue ambassadrice pour l'agriculture plus que jamais. Ça faisait partie de mon plan d'affaires de promouvoir l'agriculture. Fait que là, je le concrétise vraiment avec cette cause-là que Agriculture plus que jamais fait là, pour démystifier un petit peu les mythes. C'est mon parcours. Très beau parcours. Merci beaucoup, Andréane. Marie-Pierre, Sébastien, si on parlait un peu de votre arrivée, ce que vous faites aujourd'hui en agriculture. Oui, bien en fait, c'est ça, on va tout l'avoir. Nous, on a acheté l'entreprise Le Petit Mât. Ça va être bientôt notre 7e saison qui va commencer. C'est une opportunité qui s'est présentée à nous. L'ancienne propriétaire, c'est la femme à mon père. Mon père, il s'est remarié avec Christiane qui avait fondé Le Petit Mât. Et puis, nous, dans nos domaines respectifs d'études, on avait décidé de rester en Estrie, mais il y avait moins d'opportunités d'emploi. Donc, quand ça s'est présenté à nous, on a sauté sur l'occasion, l'opportunité, puis c'était un domaine qui nous intéressait. Il y avait autant du maraîchage, la culture d'ail, mais il y a aussi le volet transformation alimentaire qui était vraiment important pour nous quand on a acheté l'entreprise. On fait de la fleur d'ail fermentée dans l'huile, donc ça vient chercher nos bagages scientifiques qu'on avait fait à l'université, en fait. Sébastien, fais le tour. Bien, la seule chose, c'est qu'on a acheté l'entreprise, c'est ça. Nous autres, notre plan, c'était de prendre une petite entreprise puis de la monter plus haut. C'est un peu ça qu'on a fait là, depuis les 7 dernières années. Là. Dans ce cas, je vais commencer avec vous parce que souvent on se pose la question,
qu'est-ce qui peut motiver les gens à partir en agriculture, je vais dire en 2019, mais dans les 10 dernières années, qu'est-ce qui a pu être votre flamme, votre bougie d'allumage? Puis je pense à vous qui avez quand même des formations universitaires assez avancées dans des domaines autres que l'agriculture. Qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a allumé à rentrer en agriculture? Nous, pour être honnête, en fait, c'est vraiment, nous, on a des bagages en biologie, plus particulièrement en microbiologie, et c'est vraiment le volet transformation alimentaire au départ qui nous a intéressés dans cette entreprise-là par son produit transformé qui est fermenté, donc qui contient des micro-organismes. Puis par la bande, la culture d'ail, on s'est rendu compte que c'était vraiment une belle culture puis un beau milieu de vie, donc d'aller en agriculture. Donc c'est vraiment là, un billet. Là, ça s'est fait de façon naturelle. Puis on dit tout le temps que la biologie, c'est la science de la vie. Donc l'agriculture, ça vient chercher ça. Étant jeune, nous, on n'avait pas de famille en agriculture, mais peut-être que si on était né sur une ferme, finalement, on serait devenu agriculteur parce que, dans le fond, c'est le bagage qu'on a fait que ça n'a pas donné plus tôt que ça, je pense, aussi. Votre côté, François? Tu es étudiant du côté agriculture, en agronomie? C'est juste à 24 ans que j'ai commencé à développer un intérêt pour l'agriculture. Et avant? J'étais en musique. Puis je me suis rendu compte que l'agriculture me sortirait d'un studio à journée longue à être à l'intérieur. Je suis un gars de plein air, je suis un gars d'extérieur, puis j'avais besoin de trouver une autre activité. Puis l'agriculture est parfaite aussi parce que ça va avec mes valeurs environnementales. Je voulais un environnement de travail où on peut innover au niveau de la symbiose entre l'humain et son environnement. Puis l'agriculture, c'est une interface d'interaction majeure entre l'humain et son environnement. Fait que je sentais vraiment qu'il y avait une opportunité là. Puis c'est tellement complexe. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup de choses, beaucoup de disciplines, mettons, là, la science, mais pas juste ça. Mais l'agriculture, c'est tout. C'est toute la biologie, la physique, la mécanique, ça finit pas. Fait que c'est passionnant. Andréane, tu étais tombée dans la soupe étant jeune, je crois. Étrangement, j'ai grandi sur une ferme laitière, mais je n'avais pas vraiment travaillé sur la ferme. Oui, on allait aider. Mon père nous a tout le temps obligés à nous trouver des emplois d'été ou des travails d'étudiants à l'extérieur. Donc, j'ai vu c'était quoi à l'extérieur, puis ça n'a pas été long que je suis revenue. Je pense que ça a été un facteur, ça. Te destinais-tu... Tu n'avais pas une autre destinée à un moment donné au niveau de ton parcours? Par la force des choses, je savais que j'allais habiter à Sainte-Brigitte-des-Sauts, mais je ne savais pas ce que j'allais faire dans la vie. OK. Puis, à force d'aller voir à l'extérieur comme ça, j'ai été à Montréal faire un cours en danse aussi. J'ai fait une session. Je suis revenue à Sainte-Brigitte. C'était là que j'étais bien. Puis, étrangement... je ne regrette pas du tout ce choix-là, mais ça se dessinait pas pour ça. Mais à force d'aller voir ailleurs, ça m'a ramené chez nous. Donc, l'exposition au reste du marché t'a fait voir la beauté de la vie en agriculture. Mais souvent, on garde les jeunes sur la ferme. Oui. Puis après ça, ils ne savent pas s'ils aiment ça ou pas. Moi, je suis allée voir ailleurs et maintenant, je sais que j'aime ça. Ça fait plaisir à savoir. Geneviève, néo-rurale aussi. Comment as-tu été attirée par ce monde qui vous demande des fois 7 jours par semaine, 10-15 heures par jour pendant la période intense? Qu'est-ce qui vous a allumé par rapport à ça? Je veux travailler. Non, c'est pas vrai. Mais c'est un peu comme François, en fait. J'étais à l'université, moi, en études environnementales. Je me suis beaucoup questionnée à savoir qu'est-ce que je voulais faire dans le futur. Je savais que je voulais prendre soin de quelque chose. Puis finalement, dans mes études, ce que je me rendais compte, c'est que la chose qu'on fait à tous les jours, qui a le plus d'impact sur notre environnement, sur notre santé, puis sur la société dans laquelle on est, c'est vraiment ce qu'on mange. Puis moi, si je veux manger mon Québec, si je veux manger d'ici, quelle meilleure façon que d'en faire partie puis de contribuer à cultiver des légumes. Donc, c'est un peu ça. À l'université, j'ai fait comme, l'agriculture, c'est quelque chose que je veux faire. Puis je suis allée travailler sur des fermes, dont à Cuba, où Jim est venu travailler aussi avec moi, puis on a juste eu la piqûre. Donc, moi, c'est un peu ça, mon parcours. Jim, toi aussi, tu avais étudié plus du côté développement urbain. Oui, c'est ça. À l'école, j'ai pris urbanisme. Donc, et après l'école, Geneviève a m'invité elle a habité à Montréal avant. Elle disait, je veux déménager après l'université à Montréal. Je dis, pourquoi pas? Hein? C'est fun.
Là, j'arrivais là, puis je connais pas français. À ce moment-là, j'étais autour de 24-25 ans. Puis je suis comme... J'avais une bac en urbanisme, mais j'ai pas vraiment pensé mon affaire que travailler dans une autre province où ils parlent juste français, puis travailler en urbanisme, ça marchera pas bien. Donc, je disais, écoute, il faut que j'apprenne le français. Puis j'ai pensé que ça va prendre comme 6 mois. Ça a pris comme 6 ans. Donc, en attendant, je disais, écoute, je vais travailler sur les films bio. Là. Donc, j'ai cherché, j'étais allé au site web Equiterre, puis j'ai cherché toutes les films avec une code 514, là, parce que je figurais, c'est assez proche, puis je n'avais pas de loto à ce moment-là. Donc, je disais, OK, j'ai appelé 5, puis 2 m'ont appelé, puis une, elle m'a embauché. Puis là, je travaille là 2 ans. C'est un film qui n'existe plus, mais sur le West Île de Montréal, j'ai pris le petit train AMT à Mont-Royal, à Centre-Ville de Montréal, à la ferme. J'avais un bicycle là, puis j'ai fait mon petit bicycle jusqu'à la ferme, à peu près 10 km de là. Puis... j'aimais ça, là. J'ai fait une autre année avec ça. Puis après ça, j'étais allé travailler un autre film, la ferme écologique Cap-Saint-Jacques pour 4 ans. Donc, c'est ça a pogné. C'est comme j'ai commencé. Puis après ça, j'ai pas le goût d'arrêter. Donc, si je comprends bien, votre cheminement a été graduel. Vous êtes arrivé... Très graduel. Toi, tu es arrivé en vélo, là, on s'entend, puis en train. Oui, c'est ça. Mais vous êtes arrivé graduellement en agriculture. La piqûre vous a pris. Vous avez fait tout un cheminement. Quel cheminement avez-vous fait plus particulièrement pour arriver jusqu'à votre ferme actuelle? Mais effectivement, après ça, je décidais que je vais partir ma ferme. Donc, on commençait à garder terre autour de Montréal. Montréal était comme... C'était fou, là. On parlait de ça, la pause, là, 25 cents par pied carré, là. C'est malade de penser les terres en pied carré, là. Puis, on disait, écoute, ça ne marche pas. Puis Geneviève a connu Anne Lévesque chez Equiterre, puis ils travaillent ensemble d'un projet qui s'appelle la plateforme agricole L'Ange Gardien. Donc, installé là pour les premiers 5 ans, on était capable de louer les équipements, tout ça. Mais après ça, on cherchait une terre, mais qu'est-ce qu'on trouvait? On n'a pas de mise de fonds, puis on n'avait pas assez actif et on n'avait pas assez cash pour l'acquisition de terre. Donc, on a approché Paul Lacombe de FIRA, puis on a utilisé leur option. Oh, c'était pas le but. Ah, OK. Je pense que tu m'as donné comme un indice. Tu veux que je parle de ça, là? Donc, j'essaie de te donner ton bonbon, là. Non, je visais plus votre cheminement, la plateforme à l'Ange Gardien, où vous avez progressivement fait l'apprentissage comme professionnel d'agriculture, avant de penser à démarrer par vous autres mêmes. Excuse, là, mais merci. Donc, avant la plateforme, tu parles? La plateforme est ce qui suit. OK. Oui. Mais c'est ça, c'est peut-être pour revenir en arrière, mais le FIRA, on y reviendra parce que c'est un incontournable dans notre parcours. Mais non, c'est ça. Donc, on était les 2 étudiants à l'université, on a gradué. Moi, j'étais plus en agriculture, puis c'est là que je suis allée à Cuba travailler sur une ferme. J'ai fait « Ah oui, je pense que je vais faire ça ». Jim, lui, il est venu me visiter. Jim a vraiment eu la piqûre. Moi, je l'avais, là, mais lui, il a eu la piqûre comme aiguë. il est revenu, il a travaillé sur des fermes, puis c'est ça, nous, on cherchait une terre. Ça nous a pris... On n'arrivait pas à trouver. On s'est installé à la plateforme agricole de l'Ange Gardien, puis ce qui était vraiment génial pour nous, parce qu'on n'était pas la relève apparentée, on n'avait pas la terre de papa et maman qu'on pouvait utiliser. La plateforme, ça a été ça pour nous. C'est une terre qu'on pouvait louer à faible coût avec des infrastructures. Donc, on a pu démarrer notre entreprise, bâtir notre clientèle, puis voir si vraiment ça marchait pour nous, l'agriculture, ou non. Puis nous, après 5 ans, ce qu'on s'est rendu compte, c'est oui, on aime ça, on en veut plus. Puis là, on a réussi à trouver nos terres. Je voulais rajouter quelque chose, mais j'ai complètement oublié. Donc, Il n'y a pas de soin. Donc, techniquement, vous êtes parti, bâti votre expertise par étapes, vous avez grandi dans les dernières 10 années à apprivoiser le métier pour pouvoir vous en vivre aujourd'hui. C'est ça que je voulais ajouter, en fait, parce que nous, initialement, on voulait s'établir autour de Montréal. Puis comme Jim m'a dit, les terres, le prix des terres était juste vraiment trop haut pour nous. Inaccessible. Moi, je viens d'une famille de 6. Mes parents n'avaient aucun argent à investir dans notre projet. Puis moi, en sortant de l'université, j'en avais pas. Mais ce que j'allais dire, c'est initialement, quand on rencontrait les intervenants autour de Montréal, on était de la relève apparentée, on n'avait pas d'argent. Ils nous regardaient, ils nous disaient, regarde, si tu veux te lancer en industrie laitière où il y a des garanties, on te prête 1 million. Mais si tu veux te lancer à maraîchage, il n'y a aucune garantie, on ne sait pas si tu vas être capable de faire ça, on ne te prête rien. En partant à la plateforme agricole, on a réussi à développer notre entreprise, mais aussi développer une crédibilité. Puis là, quand on allait voir, après, quand on voulait faire affaire avec le Fonds d'investissement pour la relève agricole, on avait beaucoup plus de crédibilité aux yeux
des prêteurs. Donc, vous avez établi et positionné votre crédibilité, votre expertise. Il y a aussi un petit élément là-dessus, c'est comme en termes de frais fixes, pour les premières années à la plateforme agricole, notre frais fixe était autour, mettons, de 20 000 par année. Puis maintenant, quand on est chez nous, c'est autour de 60 000. Donc, il faut comprendre qu'avec un bas chiffre d'affaires de, mettons, 80 000, tu peux au moins gagner un salaire. Mais si tu commences tout de suite avec l'achat de la terre, tout ça, mais tu n'as pas gagné l'argent pour longtemps parce que ton frais fixe, c'est énorme. Il ne faut pas partir en haut de l'échelle. François, vous avez fait aussi un parcours assez particulier, un démarrage qui a été progressif. Il y avait des enjeux. Pourquoi et comment vous en êtes sortis, Véronique et toi? Par curiosité. Oui, bien, on a eu la chance aussi de trouver un genre d'incubateur. Là. Souvent, c'est ça qui arrive quand on est de la relève non apparentée dans le maraîchage, où tu n'as pas nécessairement besoin de beaucoup de bâtiments, mais juste de terrain, accès à l'eau, l'irrigation, le lavage, entreposage. Ça s'arrange. Fait qu'on a loué chez c'est un peu une grande histoire, là, mais on a été 5 ans en location. À très peu d'investissement. En fait, on avait 1 $ d'actifs pour 5 $ de revenus, ce qui est peut-être l'inverse de la moyenne là, oui. dans la production animale. Là, on est à 1 pour 1 parce qu'on possède nos infrastructures, ce qui est quand même bon. Mais quand on s'est rendu compte qu'on voulait devenir propriétaire, au début, on ne voulait pas devenir propriétaire. On voulait quelque chose de plus coopératif, plus innovateur au niveau social. On l'a fait autrement. Mais on s'est rendu compte qu'être indépendant chez soi, maître de son terrain pour investir dans des infrastructures, dans du drainage, tout ce qu'il faut pour que ça marche bien, il n'y avait pas d'autre manière que d'être propriétaire. Fait que c'est le morcellement qu'on a réussi à faire, mais on était crédible au niveau de la CPTAQ. Fait que ça nous a permis de morceler 4 hectares pour commencer. Quand tu dis crédible au niveau de la CPTAQ, ça veut dire des étapes importantes. C'était pas juste un projet. Quand on a fait la demande de morcellement, on a fait un plan d'affaires, mais un plan d'affaires, n'importe qui peut inventer un plan d'affaires. Il faut vraiment qu'il y ait un historique de vente, de rentabilité, que tu vives l'agriculture, puis que l'autre parcelle aussi qu'on ne prend pas dans le morcellement, que ce soit démontré qu'elle va pas être hypothéquée par le morcellement. Fait qu'on a réussi à démontrer ça, puis ça nous a sauvés. Sinon, on n'aurait pas pu acquérir une terre dans la région qu'on visait, là, Mont-Tremblant, parce qu'il y a beaucoup de spéculation, gentleman farmer, des gens qui achètent pour avoir la belle vue, la qualité de vie, mais pas pour faire de l'agriculture. Le morcellement, c'était la seule. Puis ça encore, je vois pas d'autre façon. Même encore aujourd'hui, je vois même pas qu'est-ce qu'on pourrait aujourd'hui acheter avec les moyens qu'on a dans le coin, parce que c'est complètement déconnecté du potentiel agronomique. C'est un potentiel exploité au niveau du tourisme et du loisir. Andréane, milieu animal, c'est pas évident de partir. Toi aussi, tu as dû rencontrer des enjeux, des obstacles majeurs. Quelles sont les grandes étapes de ce que tu as dû rencontrer pour structurer ton démarrage d'entreprise? Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'on est une relève avec des parents que c'est nécessairement plus facile. On a tous nos défis, ils sont différents. C'est certain que moi, pour démarrer en avicole, il a fallu trouver les quotas. Ça a été quand même ardu. Mon père, surtout, a fait face à beaucoup de commentaires qu'il n'avait pas besoin de faire ça pour sa fille, parce qu'il m'a aidé à démarrer. Il m'a, entre autres, payé mes poulaillers, les bâtiments. Moi, j'ai financé les quotas, mais lui, ça a été sa façon de m'établir. C'était en me construisant mes bâtiments puis en me chargeant un petit loyer, mais il s'est énormément fait déconseiller de faire ça. Qu'il n'allait pas y arriver. Mais il l'a fait. Je dis mon père, mais c'est mon père et ma mère. Ils l'ont fait, puis ça m'a grandement aidée. Je les remercie encore chaque fois que je le peux. Oui. Mais ça a été difficile quand même de trouver les quotas. Trouver le financement, ça l'a quand même bien été. J'ai eu un bon support pour ça. Puis après ça, trouver le réseau de contacts, ça... toute l'industrie, là, on partait de zéro en avicole. Là. Fait que c'est de construire ça. Puis je dirais que c'est récent là, que je suis à l'aise là-dedans, là, que le réseau de contacts est fait, là, que je connais le monde puis que je comprends comment ça fonctionne. Ça a été quand même assez long. De grandes étapes. Le soutien familial a été utile et... Le soutien familial a fait la différence. De votre côté, Sébastien, Marie-Pierre, nouvelle conjointe de ton père. Donc, il y a un transfert qui pouvait se faire, je dirais pas aisément, mais
Quelles ont été les étapes de transfert ou Ben, de prise ouais. en contrôle de cette entreprise-là? Ben, un peu le contexte, comment ça s'est présenté. C'est en fait, c'est un souper de famille avec moi et Sébastien, avec mon père et Christiane. Et tout d'un coup, elle voulait prendre sa retraite. Puis mon père, il a lâché en disant, le Petit Mas est à vendre. Fait que là, nous, OK. Ça a émergé un peu dans nos esprits. Les deux, on s'en est comme parlé. On a eu comme la même idée. On s'est dit, pourquoi pas, on pourrait peut-être acheter. Ensuite, dans les grandes étapes, on l'a proposé à Christiane. Hey, on aimerait ça acheter le Petit Mas. Ah ouais, elle était vraiment surprise, elle s'en entendait pas du tout. D'accord, finalement, de la relève familiale. Donc, au début, on était super énervés, puis tout ça. Mais après, ça se dit, OK, mais là, vous achetez quelque chose d'agricole, vous venez pas de tout ça. Fait qu'elle s'est mise sur ses gardes. Elle nous a vraiment tout montré, les aspects de l'entreprise, comment ça fonctionnait, la culture. Au début, elle voulait tellement qu'on sache tout qu'elle allait nous montrer tous les aspects plutôt négatifs de l'entreprise. Ah, ça va être dur, vous allez travailler fort, c'est saisonnier, vous aurez plus d'été. Non, arrête de nous parler de ça. Arrête. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette entreprise-là que nous, on pourrait aimer puis où on pourrait l'amener? Fait que là, elle nous a commencé de parler de l'ail, le marché. Là, vous pourriez en faire bien plus. Il y a des opportunités que vous pourriez saisir. Fait que là, ça a été... l'élément plus déclencheur. Là, mais... C'est là que ça a embarqué. Exactement. Le transfert, c'est un transfert complet d'entreprise. Est-ce qu'il y a eu un compagnonnage qui s'est fait dans ce transfert-là? Oui, effectivement. Si on peut dire, là, il y a eu bien sûr des montages financiers, etc. Ça n'a pas été trop compliqué, mais plutôt le compagnonnage, ça s'est fait sur finalement 3 ans. Parce qu'en fait, l'accord au départ, c'était 2 ans que Christiane allait rester avec nous, mais après ça, c'était clair qu'elle voulait prendre sa retraite. Donc, éventuellement, il y a eu un bébé en cours de route, un deuxième. Donc, elle nous a chapeautés pendant que moi, j'étais plutôt en congé la dernière année. Là. Okay. Donc, finalement, c'est un accord sur 3 ans qui s'est fait. La première année, on a bâti notre famille en même temps. Donc, moi, j'étais plus ou moins là. Nous, pour faire une histoire courte, on avait une maison à Sherbrooke. Puis moi, je suis restée là avec mon nouveau bébé pendant tout l'été. Sébastien, il a appris comment la culture d'ail avec Christiane. Puis après ça, moi, je me suis plus mêlée à la production. Donc, on a embarqué graduellement toute la famille ensemble. Vous avez pris la relève complètement. Oui. Vous êtes parti dans la dernière décennie, 15 ans jusqu'à 15 ans en arrière. Grosse évolution dans notre monde agricole québécois, canadien, mondial. Les choses se passent de façon fort différente. Est-ce que vous avez noté des changements pour vos entreprises majeures qui vous influencent, qui vont vous influencer pour les prochaines années? Positif, négatif, qu'est-ce qui a changé qui vous aurait peut-être fait regarder l'agriculture d'une façon différente, si vous l'aviez su en commençant? Andréane? Moi, tout de suite, là, c'est positif pour le consommateur, beaucoup. Je pense au bien-être animal puis au sans antibiotiques. Nous autres, dans le poulet, là, de plus en plus, on s'en va vers le sans antibiotiques. On a déjà enlevé l'XNL et d'autres. Fait que ça fait des gros changements dans nos fermes. Il faut s'adapter, il faut augmenter la biosécurité. C'est pour le mieux, je pense. C'est certain qu'on le ressent dans nos fermes, mais c'est pour le mieux. Puis je me demande si c'est pas 100% des producteurs qui ont adhéré au bien-être animal puis tout. Donc, c'est un beau changement. Bon côté, comment ça affecte l'entreprise? Est-ce que ça met en péril? Bien, on a un taux de mortalité qui est plus élevé. Okay. Mais c'est le temps de s'ajuster. Puis, on a déjà fait des changements. C'est certain que ça demande de faire plus de prévention. Fait que ça n'augmente pas tant le taux de mortalité, mais faut être plus prudent. Il faut être plus prudent dans notre biosécurité puis dans notre gestion d'entreprise. Là. Dans ta prise de décision, est-ce que tu aurais parti, sachant que ça s'en venait ça, est-ce que tu avais anticipé que tu aurais des enjeux de ce type-là qui s'en viendraient? Ben, c'est quand même préparé plusieurs années d'avance. Okay. Il y a toute une stratégie en arrière de ça des éleveurs de volailles. Oui, j'embarquerai pareil parce que je suis passionnée de ce que je fais, puis c'est pour le mieux. Mais c'est certain que c'est des gros changements. Dans le laitier, c'est la même affaire aussi. Dans le laitier, on a beaucoup de réglementations à suivre, mais ça fait partie de la game, puis il faut s'adapter à ça. Là. Charge de travail a changé, rentabilité a changé ou est en train de changer suite à ça. Ça ne change pas ta perspective de ton travail? Non, je pense qu'un bon entrepreneur puis un bon agriculteur va s'adapter pour que ça fonctionne. Fait que on s'adapte, puis on va faire les formations qu'il faut pour
pour bien s'outiller. Puis les techniciens, on s'entoure des bonnes personnes, puis ça fonctionne. Ça, c'est des sujets sur lesquels on va revenir définitivement. C'est très important. Parce que ça passionne, je pense que ça va nous animer. Mais juste faire un tour rapide sur ce thème-là. François, beaucoup de choses qui ont changé entre ton démarrage et aujourd'hui? Oui, ça fait pas longtemps, mais quand même, le bio, dans mon temps, le bio, c'était pas encore mainstream. Là, c'est mainstream. Puis c'est un créneau parmi tant d'autres. Puis on se rend compte que maintenant, c'est l'agriculture de plus en plus de créneaux. Puis au congrès de l'UPA, on en a parlé beaucoup là, au dernier congrès, Nourrir le monde en 2048, répondre aux attentes sociétales, va être les créneaux. Puis c'est ça que les gens consomment de façon de plus en plus raffinée. C'est très positif, c'est des opportunités pour nous. Plus de végétariens, plus de bio, plus de local, plus en ligne. Puis ça, c'est pas encore commencé fort au Québec, mais on n'y échappera pas. Moins d'emballage. Puis ça commence à être les gens voient de plus en plus un produit sur une tablette, mais ils voient aussi le contenant, juste le matériel, puis ça dérange. Même si c'est plus local que les gens veulent, c'est un marché de plus en plus global aussi. Fait que on est influencé par ce qui se passe ailleurs de plus en plus. Donc, c'est presque tout du positif. C'est des choses auxquelles vous étiez déjà préparés, vous autres, avec votre façon de travailler, votre façon Oui, dans projet. notre philosophie, là, le sans-emballage, le local, plus bio, ça, c'est sûr que on ne s'attendait pas à être à ce point-là en phase avec un peu une des agricultures d'avenir, là. Mais il y a plein d'autres tendances qui émergent auxquelles il faut s'adapter, comme les médias sociaux, le commerce en ligne. Donc, vous avez une vision qui était à peu près en cible avec comment l'évolution des marchés se passe. On était au bon endroit au bon moment, je pense, parce qu'il y a eu dans le bio, là, il y a eu la génération des défricheurs là, des années 80-90, qu'eux, ils n'ont pas eu de reconnaissance, puis ils ont travaillé très fort pour aucun revenu, puis ils nous ont préparé le terrain à toute une nouvelle génération. Puis c'est pas pour rien qu'au Québec, on est en avance au Canada là, dans le bio, parce qu'il y a eu beaucoup de travail de réseautage, de recherche, de diffusion des connaissances. Je t'entends très positif. Tu as parlé d'un aspect qui est peut-être un petit peu plus difficile aujourd'hui. Bien, la globalisation, le fait qu'on est de plus en plus, potentiellement victime de ce qui se décide ailleurs, que ce soit dans la gestion de l'offre, que ce soit même dans nos produits locaux. Les salaires qui à 50 sous de l'heure au Mexique, c'est sûr que c'est difficile pour nous dans l'horticole de compétitionner. Puis les coûts de transport qui sont de plus en plus bas. Fait que nous, il faut qu'on, avec la main-d'œuvre, on a des défis à relever, c'est sûr. Puis ça, c'est lié à la globalisation. Définitivement. Est-ce qu'il y a des attitudes, des approches que vous adoptez en ce moment pour, je ne dirais pas pallier, mais pour vous adapter? Bien là, oui, on tombe vraiment finalement dans notre secteur, l'horticole, dans la gestion des ressources humaines. Elle restait attractif malgré des salaires bas. Okay. Puis ça, notre solution, c'est vraiment être un petit peu plus au-dessus de la moyenne de l'agricole, mais ça reste très, très bas par rapport à la moyenne de l'économie au Québec, là. C'est de créer des milieux de vie plaisants, créer un endroit où les gens veulent passer leur vie dans leur travail sur la ferme, puis ça compense à peu de coûts de notre part pour un salaire qui est beaucoup plus bas. Donc, pour nous, ça garantit beaucoup plus à long terme qu'il y ait une expertise qui se bâtit, puis que nous, on puisse avoir une qualité de vie aussi en tant que chef d'entreprise. Donc, une stratégie pour rester en place et continuer à occuper l'espace. Marie-Pierre, des choses qui sont peut-être qui n'avaient pas été prévues lorsque vous avez ramassé ça de Christiane. C'était un peu une surprise, c'était je ne dirais pas un accident de parcours, mais c'était une opportunité en or qui s'est présentée à vous autres. Est-ce qu'il y a des choses dans votre tête que vous êtes faites dans les quelques temps qui ont suivi, qui sont fort différentes, positivement, négativement, de l'idée que vous en étiez fait en commençant? Je pense qu'il y avait la main-d'œuvre. Ça, c'est sûr que c'est un défi peut-être qu'on n'avait pas réalisé quand on a pris l'entreprise. Quelle est la taille de vos besoins de main-d'œuvre, par curiosité? Quand on a pris l'entreprise, là, je dirais c'est très, très variable. Ouais. C'est comme dans leur domaine, là, c'est saisonnier. Mais je te dirais qu'au départ, on avait peut-être besoin d'une dizaine d'employés quand on a acheté. Puis là, des fois, en période de pointe, on atteint 60. Okay. Fait que c'est tout un défi. Là. Trouver 10 personnes, c'est facile. Mais trouver 60, c'est un autre monde. Puis il y a le même problème des salaires. Okay. On ne peut pas offrir des gros salaires. Donc, c'est difficile de garder les gens qui reviennent à chaque année. Là.
Donc, ça, c'est une surprise difficile. Votre adaptation par rapport à ça, est-ce que vous avez... C'est un peu le même concept. Tu essaies sans pouvoir augmenter les salaires, c'est sûr qu'on essaie d'aller chercher un petit peu plus haut que la moyenne pour essayer d'avoir une rétention. Mais c'est vraiment l'environnement de travail qui fait la différence que les gens reviennent. Et d'un côté positif, des choses que vous n'attendiez pas, qui se sont passées et qui sont encore plus agréables que ce que vous aviez anticipé? Plus agréable. Bien, on avait déjà des bonnes appréhensions. Là. C'est bon. C'était dur d'être encore mieux. Ouais. Non, je sais pas. Que c'est mieux que ce qu'on s'attendait, je pense qu'il n'y a rien. Je pense qu'on avait... Vous aviez une bonne idée. Oui, c'est ça. Une bonne idée. Moi, personnellement, je pensais pas aimer ça autant. Donc, c'est vraiment, on se sent bien, l'environnement. On a comme trouvé notre place. Quand on parlait d'être sur notre X, là, ben, je pensais pas l'être aussi bien parce qu'il y a eu une passe avant qu'on habite sur la ferme que moi personnellement, je pense que j'ai vécu un syndrome de l'imposteur. Dans le sens que, vu qu'on n'était pas... moi, j'ai embarqué sur le tracteur puis j'ai commencé à conduire l'année passée, là. Fait que, je me sentais pas comme agricultrice, là, tu sais. Je pense que là, en étant sur la ferme, avec le milieu, les enfants, là on est, on vit quelque chose que, là, on est un momentum, là, exactement, là, ouais. Je vous relance, Jim, Geneviève. Entre l'image peut-être bucolique de l'agriculture et aujourd'hui le plaisir d'y vivre, quels ont été les écarts entre la perception et la réalité? Puis je veux juste ajouter quelque chose. Geneviève dit la même chose en tout temps. Elle dit je me sens pas comme une agricultrice parce qu'elle s'en occupe souvent des choses qui sont comme pas nécessairement sur la tracteur ou quoi, mais c'est comme elle connaît beaucoup plus que souvent la personne qui conduit le tracteur, donc c'est comme qui des fois moi. Souvent toi, oui. Oui, non, mais ça, on revient à ce qui a peut-être changé ou les surprises qu'on a eues. Bien, en fait, François, tu les as bien décrits. Là, on s'attendait à ce que le bio, le local, soit populaire, mais jamais autant que ça. Puis maintenant, ça, j'ai l'impression que les astres sont alignés pour nous, pour ce qu'on fait. Ça, c'est la chose qui me surprend le plus aussi, c'est de voir... Bien, moi, en fait, une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est qu'avant même de tomber dans l'agriculture, on achetait des paniers bio nous-mêmes d'un agriculteur, puis on se disait « Ah, c'est tellement fantastique d'être en lien avec l'agriculteur puis de faire pousser les légumes. » C'est ça qui m'a donné la piqûre, mais en tant qu'agricultrice, de voir l'amour profond puis sincère qu'ont le public envers nos produits puis nous. La raison numéro 1 pourquoi les gens s'abonnent au panier bio, c'est parce qu'ils veulent soutenir l'agriculture locale puis les fermiers d'ici. Donc ça m'a beaucoup surpris, mais positivement. Puis aussi, tous les intervenants sur le terrain, on a vraiment eu une chance d'avoir des intervenants super dynamiques, donc plusieurs sont dans la salle, qui nous ont aidés dans notre parcours. Puis là, je ne les nommerai pas, mais vous reconnaissez. Mais il y a le FIRA, il y a le MAPAC, la financière des gens à l'UPA, chez Équiterre, la CAPI et tout ça. Mais la plus grande surprise, ou ce qui a été le plus difficile pour nous, c'est définitivement, on en a parlé, là, mais l'accès à la terre. Je m'attendais pas, je savais que ça pourrait être difficile, mais je ne m'attendais pas. Dans notre cas, ça nous a pris 10 ans de recherche active. On a étudié plus de 100 propriétés. Puis chaque propriété qu'on a étudiée, c'était au moins 10 heures d'études. Donc, ça a été vraiment, vraiment difficile. Puis aussi, je dirais peut-être, puisqu'on n'avait pas beaucoup d'argent pour démarrer notre projet, donc de mettre de côté la mise de fonds, c'est peut-être... C'était le gros enjeu. Le gros enjeu. Bien, puis la main-d'œuvre, c'est sûr, là, mais je pense que vous avez bien cerné la problématique. Je continuerai sur cette lancée-là. Quels ont été les principaux enjeux, donc? Vous, votre démarrage de trouver la terre, de développer une mise de fonds, si je prends les deux éléments que tu viens d'apporter. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres enjeux majeurs à un démarrage de rien? Parce qu'on s'entend, vous êtes parti du sol. Mais un autre élément aussi que c'est très important, Geneviève a tout le temps un travail d'extérieur. C'est certain, il y a des moments où elle tombe en congé maternité. Donc, ça, c'est la troisième congé maternité, qu'elle est plus capable d'être impliquée à la ferme, mais le reste du temps, aussi un job au temps plein. Donc, c'est certain qu'il y a un bon niveau parce que ça donne une sécurité de revenus. C'est certain, quand tu allais voir la financière, mais ils sont très contents parce que tu as un revenu stable. Ça donne des autres bénéfices comme des assurances médicales, dentales, tout ça. Fait que ça son travail. Mais en même temps, chaque fois qu'elle revient à son travail après un congé maternité, mettons, je sens à la ferme que soudainement, j'ai perdu comme une moitié de moi. C'est certain, les décisions sont moins bien faites
quand on n'est pas là, parce que c'est comme... Souvent, elle voit des choses que je ne vois pas. Ça veut dire, pourquoi on fait comme ça? C'est tellement inefficace, pourquoi on fait ça? Ou on n'est pas obligé de faire ça. C'est comme, ah oui, mais quand c'est le quotidien, puis tu es toute seule, mais c'est vraiment difficile si tu n'as pas quelqu'un qui est là pour faire des décisions avec toi. Donc, je vais amener un autre sujet qui va faire partie de la conversation. Communication est un enjeu principal. D'être deux à travailler, à réfléchir, à regarder, à prendre du recul, à être beaucoup. Communication. Comment réussissez-vous plutôt, à justement communier correctement la communication adéquate pour aller chercher le maximum de vous deux? Puis je crois que, Andréane, tu es la seule qui est seule, mais qui t'entoure. Les autres, vous êtes tous 2 par 2 dans vos entreprises. Comment se passe votre communication? Est-ce qu'il y a des stratégies de communication que vous prenez? On va dire souvent, on fait ça sur l'oreiller, mais plus encore. Il y a souvent des patterns, des façons de faire qui se dégagent dans votre façon de communiquer. Mais je pense des réunions structurées, des fois c'est drôle de comme assis à la table avec ton conjoint pour parler pour comme 3 heures, mais tu fais ça structuré comme une réunion, tu fais une ordre de jour, tu envoies ça le matin ou quoi avant, puis ajoute des choses, tout ça, ça donne le temps de réfléchir. Puis quand tu arrives, ça donne un certain temps de faire des décisions. Sinon, des fois, tu tournes en ronde sur une petite décision qui n'est pas importante, puis les grosses décisions, tu laisses à côté parce que ça prend trop d'énergie de tête. Je ne parle pas de le quotidien, qu'est-ce qu'on fait avec des enfants, qu'est-ce qu'on fait le fin de semaine, tu ne fais pas une réunion mais c'est assis ensemble pour dire, OK, comme nous autres, présentement, c'est comme on fait des réunions aux 2-3 semaines, puis on a des grosses choses, on a l'achète la ferme qui n'est pas encore faite, qu'il faut qu'on deal avec, on a une croissance, on a un projet d'investissement pour le grandissement de la ferme. C'est des grosses sommes d'argent, puis il faut qu'on assis pour discuter. Puis là, la dernière réunion, on a dit, écoute, on n'a pas assez d'informations pour faire des décisions-là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai appelé plusieurs conseillères. Puis là, ils disent peut-être une prochaine fiscaliste avec Agriconseil. C'est ça. Donc, c'est comme, on va faire une analyse avec elle avant, on fait une décision sur ces autres choses. Donc, c'est comme, c'est ça. De ne pas faire des décisions soudaines pour rien, là. C'est toujours mieux de comme prendre la bonne décision avec le temps, puis de prendre le temps de parler de la décision sur plusieurs semaines. C'est pas toujours fou non plus. Donc, si je recapte, puis je paraphrase, comme l'enjeu de racheter la ferme éventuellement, des enjeux de ce type-là, vous parlez quand même régulièrement sur un horaire, sur un canevas de rencontres à toutes les 2-3 semaines pour être capable de faire le ménage des enjeux qu'il peut y avoir au niveau de l'entreprise. C'est pour ça rien oublier aussi, parce que souvent, tu parles de ces 3 choses qui dans le top. Ta tête, une nouvelle machine, tu veux acheter, qu'est-ce qu'on fait avec le nombre de paniers qu'on fait cette année, blablabla. Mais il y a comme une dizaine d'autres choses. Donc, ça tombe à côté, puis c'est ça. Tu as besoin d'avoir quelque chose structuré pour communiquer. Oui, bien, j'ai rien de très profond à vous ajouter à cette question-là, mais oui, c'est de communiquer de façon structurée, mais c'est sûr qu'on se parle à tous les jours. On n'attend pas 3 semaines pour se reparler de quelque chose, mais à chaque 3 semaines, on fait une grande discussion, puis on y va en profondeur. Mais entre-temps, on a des discussions sur l'oreiller, mais au courant de la journée. Puis aussi, on se délègue, on a certaines responsabilités bien définies. Donc, la communication, pour nous, c'est clé, mais c'est aussi d'avoir des rôles bien définis, puis de connaître nos forces et nos faiblesses. Puis c'est sûr que des fois, il faut faire un peu de tout à la ferme, mais on essaie de faire un peu comme on disait ce matin, de faire en sorte que moi, je vais me focusser sur les tâches où j'excelle, puis je suis vraiment capable de rayonner, puis Jim, ça. Puis quand on a des faiblesses, bien, on essaie d'aller s'entourer, puis de bien communiquer avec ces personnes-là, notre vision, puis ce qu'on doit faire. Je ne sais pas si ça répond. Oui. François, vous autres, une organisation structurée au niveau des communications, je parle des associés? Oui, évidemment, des réunions, c'est pas évident de les planifier à une heure fixe quand on est un couple, mais il faut le faire. Il ne faut pas que ça devienne envahissant. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va être capable de le faire en vacances. Il faut pouvoir déconnecter pour de vrai le soir puis la fin de semaine. On peut le faire une couple d'années, mais à un moment donné, on se rend compte que c'est pas durable à long terme pour la qualité de vie. Pour les enfants aussi, ils sont tannés d'en entendre parler à un moment donné aussi. Fait que ça, c'est super important. De définir les rôles, ça, c'est super important. Puis de faire des ordres du jour. Pas juste s'asseoir et dire on va jaser. OK, on va parler de quoi, puis on est prête. Puis la prochaine fois, on parlera d'un autre truc si on l'a oublié.
sauf ce qui presse, là, c'est normal. Puis plus techniquement, là, c'est sûr que ça nous a aidé beaucoup d'avoir un agenda électronique partagé, que dans le cloud, je connais son agenda, connais mon agenda, puis on voit toute la ferme, comme l'a dit le conférencier, toute la vie personnelle dans le même agenda, puis il y a plusieurs catégories, puis on peut cocher ce qu'on veut voir d'un coup. Il y a des outils technologiques vraiment merveilleux. Un autre outil technologique qu'on utilise beaucoup, c'est une liste de tâches interactives dans le cloud qui marche avec le téléphone, qu'on peut partager, puis qu'on peut déléguer des tâches à des employés, des sous-tâches. Puis ça, c'est... Moi, quand je donne des formations, je mets toujours ça de l'avant, organiser notre vie, notre travail, puis utiliser ces outils-là pour communiquer plus techniquement, puis se garder après ça du temps pour communiquer plus humainement, puis avoir du plaisir, puis développer des relations dans le couple, mais aussi avec l'équipe. Avec l'équipe. Je vais sauter de toi, Adrienne, parce que tu as quelque chose de particulier aussi à nous apporter. Sébastien, Marie-Pierre, votre côté communication, première année, vous étiez à distance. Comment vous organisiez pour organiser votre... les décisions, les prises de décision dans l'entreprise, l'orientation? Bien, c'est sûr qu'au début, c'était un peu différent. Là. C'est ça, Marie-Pierre aussi, congé de maternité. Fait que donc, c'est moi qui roulais la ferme au début. Marie-Pierre a commencé, mettons, avec la comptabilité, puis elle se sentait un petit peu moins dans l'entreprise. Ouais. Puis moi, je me sentais aussi tout seul dans l'entreprise. Fait qu'au début, c'était un petit peu plus difficile. OK, donc tu communiquais avec toi-même. Oui, puis elle a communiqué avec les enfants, okay. C'est ça. Okay. Ouais. Okay. Au début, il y avait Christiane qui était là un petit peu à temps partiel. Mais par la suite, les rôles se sont pas mal définis naturellement. Puis ça, c'est peut-être aussi, comme on disait tantôt, c'est chacun utiliser ses forces. Fait que nous, de notre côté, on ne se fait pas nécessairement tout le temps des réunions planifiées, mais on ne prend pas tout le temps les décisions ensemble non plus. Chacun a sa partie de l'entreprise. Puis seulement les très grosses décisions font des discussions. Sinon, on prend quand même des décisions chacun de notre côté. Là. Okay. Vous étiez... Le budget, là, puis les investissements majeurs, là, on peut passer plusieurs journées. Là. Okay. Les enjeux d'organisation, vous êtes ensemble et vous avez vos champs d'expertise. Bon, on a vraiment nos champs d'expertise. On a vraiment comme deux compagnies, dans le fond. Marie-Pierre, elle s'occupe vraiment de tout ce qui est les relations humaines, elle prend ses décisions, toute l'organisation. Qu'au niveau de la production, c'est moi. Puis c'est pas tout le temps qu'on se parle pour prendre des décisions d'entreprise, à moins que ce soit vraiment astronomique. Là. Donc, les couples doivent se parler, François? Un truc à ajouter que je voulais dire aussi que j'ai trouvé vraiment utile, c'est un test psychométrique avec un psychologue, puis aussi engager un psychologue du travail pour nous aider avec les ressources humaines, mais aussi entre nous deux à coordonner nos forces, nos faiblesses. Test psychométrique, c'est un outil, peut-être il y en a qui vont trouver ça déterministe, là, ça dit quitter, mais c'est pour t'aider, c'est un snapshot d'un peu qui t'es ou qui tu voudrais être ou qui tu pourrais être, qui t'étais. Puis ça m'a appris à comprendre que je suis très analytique, je suis très imagination, mais je suis pas très tradition, je suis pas très action, j'ai mes faiblesses, puis on arrive à se caricaturer l'un l'autre pour mieux se parler après, dire « Ouais, mais attention, tu as peut-être une faiblesse potentielle », et vice-versa, avec un outil qu'on est allé chercher de façon objective par un spécialiste. Là. Ça n'a pas coûté trop cher, le test Trima, nous, mais il y en a plein. Là. Puis de la formation en entrepreneuriat, ça nous aide toujours à aller vers une meilleure communication. Entreprise? Ben oui. C'est une dépense d'entreprise, naturellement. Mais on le voit de plus en plus des organisations, les gens aller chercher c'est un peu un profilage pour apprendre à savoir où se positionne l'autre. Mais comme tu dis, il faut regarder la caricature, il faut regarder l'influence et non pas statique. Andréane, tu es la directrice, c'est toi qui pilotes tes tu es l'entrepreneur. Tu n'as pas besoin de communiquer avec une autre personne nécessairement, tes besoins, mais tu dois partager avec d'autres. Comment tu t'entoures? C'est une bonne question parce que c'est peut-être ce que je trouve le plus difficile d'être toute seule. Autant que quand ça va bien, je prends mes décisions puis je me chicane avec personne. Ça va bien, ça. Autant que quand ça va mal, des fois, j'aimerais ça avoir un partenaire, tu sais. OK. J'aimerais ça être deux à analyser. Puis ça, je peux l'avoir avec ma famille qui sont aussi dans le milieu agricole, mais c'est pas pareil. Ils ont déjà leur entreprise à gérer. Ils ont déjà leur bébite. Fait que ça, c'est quelque chose, tu sais, que... Puis c'est moi, là, j'ai choisi un amoureux qui est policier. Fait que c'est la vie, ça s'est présenté comme ça, mais... C'est quelque chose que je vous envie beaucoup, tu sais, d'être deux là-dedans. Autant qu'il y a des moments que ça doit être difficile, là, mais autant que, tu sais, tu vas plus loin, tu vas plus vite à deux, c'est plus fort. Fait que c'est quelque chose ça, que je vous envie, là. Et si j'amène ça sur l'autre aspect, donc tu t'es entouré, à défaut d'avoir un partenaire qui partage les décisions ou comment structurer l'entreprise. On ne dort pas sur la même oreiller. Non.
Fait que c'est pas pareil. Je te super pour vous autres. Mais bon, de qui tu t'es entouré dans ce cas-là? Comment tu t'aides dans tes décisions? Qu'est-ce qui t'amène à prendre des décisions moi, plus éclairées? c'est autant que ça peut être une faiblesse parce que je suis toute seule là, à ce niveau-là, autant que je me suis entourée des meilleures personnes. Ça n'a pas de bon sens comment que l'écosystème autour de moi, c'est génial. Là. Ça me fait propulser parce que la vie m'a amené les bonnes personnes au bon moment. J'ai un technicien avicole qui est ma référence, que j'appelle quasiment jour et nuit pour me conseiller au niveau du milieu avicole. J'ai une conseillère financière puis un conseiller financier personnel et affaires qui sont des A1. Au niveau de la comptabilité, ma comptable, elle est géniale. Le fiscaliste, vraiment, là, ça vaut la peine d'aller chercher ces personnes-là. Puis moi, je les appelle régulièrement. Je ne sens pas que je les dérange. Ils sont ouverts à ça. Puis que ce soit dans tu sais, c'est important, le réseau de contact, mais de s'outiller des bonnes personnes aussi, ça l'est, là, au quotidien. Là. Est-ce que ces gens-là, pour communiquer avec eux autres, tu viens de parler, tu communiques avec un à un. Est-ce que tu fais des rencontres avec ces gens-là collectivement ou tu travailles toujours spécialement avec des spécialistes, chacun de leur côté? Bien, chaque question, j'ai mon spécialiste, là, OK. mais c'est vraiment un partenariat. Puis moi, je considère avec eux autres, autant avec les gens de la coop ou quoi que ce soit, je considère qu'on est dans la même équipe. Là. Il n'y a pas de « il va-tu m'avoir là-dessus, il va-tu profiter ». Non, on est une équipe, tout le monde veut avancer, tout le monde veut que la ferme se propulse vers l'avant. Fait que moi, c'est des partenaires pour moi. Fait que j'ai vraiment des super belles relations, puis ça, je les entretiens. Fait que des fois, on va manger au restaurant, des fois, c'est un texto, mais ça devient à la limite des amis, là, parfois. Là. Si je fais un tour, dans quel champ ces gens travaillent là? Ces gens travaillent? Ben, j'ai un spécialiste pour à peu près tout. Mais régulièrement, là, j'ai Sébastien dans le secteur avicole que je contacte souvent. Puis sinon, financièrement aussi, j'ai des personnes. Au niveau production animale, tu as 2 spécialistes. Au niveau finance, fiscale? Je les contacte régulièrement, oui. Légal, à tous les niveaux? Oui. Les autres, vous travaillez avec beaucoup de monde aussi. Est-ce que qui est l'environnement? Quelle sorte de spécialistes vous supportent dans votre cheminement entrepreneurial? François? Oui. J'ai pris le micro. Hein. Moi, c'est la première fois que j'ai engagé un spécialiste, c'était pour les serres. C'était sous recommandation d'un ami. Puis les serres, c'est quelque chose qu'on apprenait sur le tas, mais qui peut tellement devenir de pointu. Fait que ça a été très, 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 très rentable d'avoir un conseiller en serre. En champ, je me sens toujours encore assez en contrôle de mes moyens. Gestion des ressources humaines, un CRHA à l'UPA qui nous a aidé beaucoup. Évidemment, fiscaliste, comptable. Mais puis là, on est rendu avec un CRHA à l'interne. On a embauché quelqu'un qui a son diplôme, fait que c'est vraiment pratique. Et psychologue, là, du travail, etc., des gens pour nous aider à mettre du lubrifiant social. C'est vraiment utile quand on a des grosses équipes. Grosse équipe, toi, tu parles de... 20-25. 20-25 Mais pas obligé de travailler avec tout le monde. Là. C'est former des leaders, finalement, qui vont apprendre des compétences sociales que ça prend pour être des leaders de la façon qu'on veut qu'ils soient, en fait. De votre côté, Jim, Geneviève, spécialiste qui vous aide? Environnement de support dans vos décisions? Oui, mais certainement, depuis carrément le début, on avait un conseiller chez Agriconseil pour un agronome pour champ, mais aussi, depuis quelques années, on a un agronome pour les serres, parce que la production agricole puis horticole, c'est comme deux mondes différents complètement. Là, puis juste au niveau fertilisation, il y a juste une toute différente méthodologie entre les deux. Ça fait juste là, on commence d'embaucher une fiscaliste, mais depuis le début, on avait nos comptables avec le service avec UPA. Donc, le service comptable avec eux autres. Donc, ça, c'était toujours bien avec eux autres. À le même temps aussi, dans les moments pointus, c'est comme quand je raconte un problème, souvent, qu'est-ce que je fais? Je pogne mon téléphone. J'appelle tout le monde. Donc, des fois, c'est un fournisseur qui peut t'aider de trouver une solution. Peut-être d'appeler un arpenteur, un hydrologue, un géologue, n'importe quoi. Puis, des fois, c'est comme un après-midi sur le téléphone, essayer de trouver une solution. Des fois, ça aide beaucoup. Donc, c'est ça souvent le monde. Puis aussi, les autres agriculteurs
Puis aussi, on a implanté de plusieurs réseaux, le Capé, l'Équiterre. Puis parmi ces réseaux-là, il y a aussi les contacts personnels en producteur. Donc, c'est très commun. Je donne un exemple. J'avais un ami, puis il a acheté une autre ferme. Peut-être que tu connais la personne, mais il a acheté une autre ferme parce qu'il voulait déménager puis avoir une ferme plus gros parce qu'il est sur une très petite terre. Puis à moitié de chemin, il a décidé on ne va pas. Là, il m'a appelé une soirée, il disait est-ce qu'on peut parler? Là? Est-ce que je suis fou? Puis comme, il avait juste besoin de dire, entendre de quelqu'un qu'il n'est pas fou, que son décision de rester à son propre terre, puis laisse faire l'autre, là, c'est pas fou. Puis c'est comme, je pense pour lui, c'est très important. Puis moi, j'ai fait des appels comme ça à lui aussi. Donc, des fois, c'est les conseils agronomiques ou quoi, mais des fois, c'est juste des conseils de vie. C'est comme, écoute, je trouve ça très difficile avec des enfants présentement. Je sais pas, je suis en train de... Ma tête va exploser, là. Puis ils se disent, écoute, ils sont quoi, 3 et 5 ans? C'est comme, ça va passer, là. C'est correct, là. Tu as besoin juste d'entendre ça. Mais c'est comme... Ça fait du bien d'entendre. Ben, ça a l'air nounoun, mais c'est comme on est dans le champ, tout ça, là. Donc, c'est comme... Des téléphones intelligents, c'est fun parce que tu peux texter, tu peux l'appeler. Là, la CAP, c'est vraiment utile. Ça nous rapproche énormément. Là. Oui. On fait des événements plusieurs fois par année, des panels comme ça, mais d'agriculteurs à agriculteurs, techniques, des fois qualité de vie, on pense à tous les sujets, puis on développe une fraternité qui fait que tu peux t'appeler. Là. Fait qu'on est comme 300 personnes à se connaître puis à avoir des conseillers gratuits, là, finalement. On est comme cousins, cousines, carrément. Non, mais sérieux, non, c'est bon. Tout dans le même domaine. Tu connais le monde tant que ça, là, c'est comme... C'est ça, c'est fun. Sébastien, vous avez un environnement aussi proche, aussi supportant? Oui, bien, à part comptable, fiscaliste, dernièrement, les firmes d'avocats, ça, c'est la dernière qu'on a prise, ça vaut vraiment la peine aussi. En quel sens? Excuse-moi, je suis curieux. Les contrats, OK. ben là, plus l'entreprise grossit, nous, on fait affaire aussi partout au Québec, en Ontario, tu sais, ça devient un peu plus compliqué, là, se protéger, puis aussi toutes les sécurités légales, là. Mais sinon, moi, je pense que le meilleur coup qu'on a fait, comme on arrivait de la ville dans un nouveau village, de l'agriculture, une nouvelle terre, je pense que le meilleur investissement qu'on a fait, c'est niaiseux à dire, là, mais c'est d'investir d'aller dîner au restaurant. De se faire connaître dans son patelin. Oui, mais c'est niaiseux, là, mais ça a été un très, très bon investissement pour faire un réseau de contacts. Là. Nos spécialistes dans tous les domaines d'une ferme, c'est vrai, mais... oui, non, mais pour de vrai, c'est tous les gens qui connaissent, les voisins. Il y a quelqu'un qui connaît bien les pelles mécaniques ou je sais pas, ou quelqu'un qui fait du forfait, quelqu'un qui connaît. Puis finalement, notre réseau de contacts, il est là. C'est vraiment là que ça s'est fait. Est-ce qu'il y a un spécialiste plus qu'un autre que vous consultez régulièrement? Non. Bien, au début, nous, on était vraiment comme les seuls à faire de l'ail. Donc, les gens venaient nous voir, mais nous, on n'avait personne à aller voir. Donc, ça a été un petit peu le point difficile dans notre entreprise. C'est sûr qu'on avait des connaissances en Ontario qui en faisaient, mais on n'avait pas personne proche dans le milieu du Québec qui pouvait nous aider. Donc, même les agronomes qui étaient soit au MAPAC, soit dans les clubs agro, il n'y avait pas de connaissances. Donc, ils ont appris en même temps que nous, donc on a fait les erreurs, puis là, les gens en profitent. Là, mais... Puis aujourd'hui, vous faites des projets de recherche pour pouvoir aider? Oui, on a toujours aimé ça, là, on fait des projets de recherche, mais c'est ça. Donc, le point difficile qu'on a eu, c'est que le développement de la culture, on l'a fait, puis il a fallu qu'on fasse les erreurs. Aujourd'hui, bien, tant mieux, là, les gens ils ont moins besoin de les faire, là, mais... C'est une bonne chose. Ça permet de transférer l'information. Exact. Je reviens sur la communication. Une des questions qu'on se pose, vous êtes rendu avec des entreprises où vous gérez énormément de personnel. Jim, Geneviève, c'est plus humble, c'est en période estivale, vous avez quand même 3-4 employés. Andréane, tu es rendue avec une bonne équipe, toi, là? Bien, pas vraiment. En fait, moi, je suis toute seule dans les poulaillers. OK. Mais on travaille aussi un petit peu en équipe avec les fermes de mon frère et de ma sœur, puis on est rendu avec 5 Guatémaltèques. OK. Mais concrètement, là, ils ne sont pas dans mes poulaillers. Là. Ils sont du côté de la ferme laitière davantage. C'est ça. Mais je travaille beaucoup avec eux. OK. Mais Gestion, communication. Excuse, je reviens sur ce c'est en sujet. espagnol. C'est en espagnol, ça se passe. C'est en espagnol, oui. Recrutement, plus simple, plus compliqué? Bien, ça peut être un petit peu plus difficile dans le sens qu'il faut que ça soit prévu parce qu'à ce temps, c'est quasiment 1 an, là, la demande pour avoir un Guatémaltèque. OK. Mais nous, depuis qu'on les a, ça va faire 3-4 ans, là, notre qualité de vie, elle a doublé. Là.
Ils sont là quand on en a besoin, ils sont bienveillants, sont souriants, c'est agréable, puis ils veulent faire des heures. Fait que nous, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette main-d'œuvre-là. Puis en 4 ans, je pense qu'ils sont jamais arrivés en retard, là. Fait que c'était quand même un de nos grands défis avant d'avoir... puis mon frère, il a une stabulation libre avec peut-être 250 vaches. Puis ils sont rendus à 3 traites par jour maintenant, donc on a une traite de plus par jour. Ouais. Puis on aime beaucoup cette main-d'œuvre-là. Mais moi, dans mes poulaillers, je suis toute seule, là. OK. Ouais. Donc, communication, ça se gère bien. Oui. Du moment que tu parles espagnol. Oui, je parle un petit peu espagnol. Oui. C'est bon. Sébastien, jusqu'à 60 employés, enjeu de communication, ils rentrent, ils savent quoi faire, tu n'as pas de problème, ou il faut que tu organises la structure, C'est plus compliqué le travail. que ça, oui. Ouais, hein? Oui, mais comme ce n'est pas des employés qui sont là à l'année, ça veut dire que c'est sur des courtes périodes. Donc, des fois, la qualité de la main-d'œuvre n'est pas toujours là. Puis l'assiduité non plus. C'est pour ça, nous autres, des journées où tu appelles 40 personnes puis il y en a 20, ça arrive souvent. Ou tu en appelles 20 puis il y en a 50. Ça va dans les deux sens. Comment vous structurez à ce moment-là les communications pour dire qu'est-ce qu'ils ont à faire, comment ils doivent le faire, je ne dirais pas superviser, mais s'assurer que le travail est fait adéquatement? Il doit y avoir des stratégies de communication que vous devez Oui, avoir. bien c'est sûr que moi, je m'occupe souvent des champs, puis on a souvent 1 à 2 autres personnes qui s'occupent de gérer les petits groupes, là. OK. Donc, c'est sous-divisé. Le travail est déjà planifié d'avance. OK. Et puis après ça, c'est de la communication par canal, là. Par petits groupes? Oui. Pas de réunion d'équipe nécessaire, mais des réunions de cours de Oui, temps. des réunions le matin, mais pour des enjeux plus de salubrité et puis de formation, là, parce qu'on n'a pas le choix avec les certifications. Mais sinon, après ça, il n'y a pas de réunion pour tout le travail. Dans le fond, moi, je vois selon la journée comment ça se... Parce que dans le fond, quand on commence un travail dans une journée, ça ne veut pas dire que ça va aller comme on voulait. Donc, il y a beaucoup de prises de décision à l'intérieur de la même journée pour changer le travail, là. OK. Andréane? Bien, j'aimerais rajouter que, dans le fond, moi, ce que je remarque à la ferme avec les employés, c'est qu'il faut retourner aux bases, là. Il ne faut pas nécessairement construire un gym pour que les employés soient heureux, là. Fait qu'il faut retourner aux bases. Nous, on leur fait des chandails avec des logos. On les met en avant-plan, on les met en lumière sur les réseaux sociaux. Ils apprécient ça au max, au max. Les valoriser. C'est des affaires qui coûtent pas cher. C'est des affaires qu'ils apprécient. Fait qu'il faut retourner aux bases, je pense, là-dessus, là. Ouais, c'était beau commentaire. François, toute une équipe aussi, mais toi, tu as du monde qui sont, loyal, fidèles, qui reviennent d'année en année. C'est ce qu'on a cultivé depuis longtemps, puis ça commence à payer, je dirais. Fait qu'on a cultivé le fait de garder nos gens longtemps pour qu'ils se fassent une vie, donc être capable d'avoir des enfants, puis une maison, puis de pouvoir le tu payer. cultives ça? Comment on fait ça? Bon, j'ai dit le plaisir de vivre, là. C'est sûr de cultiver l'humour, le sens de l'humour, d'obliger le sens de l'humour, quasiment, tout le monde. Il faut que tu sois heureux. Oui. On a des walkie-talkies. Le sarcasme est interdit. Pour pas qu'il y ait, tu sais, d'autres, tu sais pas comprendre si la personne, elle essaie d'insinuer quelque chose. Non, c'est juste du positif. Des gens on essaie de trouver en partant aussi des gens comme assez bien dans leur peau, puis chacun leur place au niveau social pour que tout soit bien fluide. Ça, c'est super important pour que tout le monde ait du plaisir. Des choses qui coûtent pas cher, comme tu as dit, les réseaux sociaux, des dîners. Il y a une personne qui rentre pour faire un dîner gratuit à tout le monde une fois par semaine, qu'on paye avec des produits de la ferme, là, puis on paye la personne qui fait à manger. On fait aussi des jus. Il y a une personne qui rentre plus tôt puis qui fait des jus de légumes parce qu'elle aime ça avoir des jus, des smoothies. Plein d'autres choses, des cours de yoga gratuits. Ça coûte pas cher non plus, mais sur la ferme, ils trouvent ce qu'ils ont besoin en qualité de vie. Des parties. Des sorties, des visiter d'autres fermes, les impliquer aussi, les sentir qu'ils peuvent développer leurs compétences, puis se sentir importants. Puis ils vont voir d'autres fermes, puis souvent ils se consolent. Ils trouvent qu'on n'a pas trop de mauvaises herbes. Puis on fait venir d'autres fermes, puis ils fraternisent avec des employés d'autres fermes. Mais en fait, on essaye de pas trop utiliser ce mot-là, employé. On les appelle jardiniers, là, jardinier en chef. Etc. Puis on essaye de ne pas trop faire de distinction entre les propriétaires et les employés. Puis on leur fait beaucoup, beaucoup, beaucoup confiance, puis on leur laisse faire des erreurs. Beaucoup. Ça peut coûter cher, mais pas des grosses erreurs, là. Genre, c'est sûr qu'avec le tracteur, s'ils peuvent faire des plus grandes erreurs quand une préparation de sol ou démolir quelque chose, une vie, hein, c'est dangereux, un tracteur, ça peut tuer. Hein. Mais on gère les erreurs qu'on les laisse faire pour qu'ils comprennent assez vite l'impact de leurs actions. Mais ça, c'est gratifiant à long terme. On les responsabilise, oui. Fait qu'on réussit à avoir une bonne rétention,
Puis on ne vise pas la main-d'œuvre étrangère parce qu'on réussit encore à le faire. Mais on a quand même un milieu de vie, Mont-Tremblant, on est chanceux, on mise là-dessus. Qualité de vie, il y a de la culture, il y a du plein air, il y a tout ce qu'il faut pour s'épanouir pour bien des gens. Puis je veux pas gérer du logement, puis de la nourriture, puis des lifts en ville pour de la main-d'œuvre étrangère. Vraiment pas, fait que on s'en tire bien. Le choix s'est fait, puis vous réussissez à garder une loyauté puis une fidélisation. Oui, il y a toujours le groupe des étudiants qui veulent se partir une ferme, que tu sais que c'est transitoire, puis ça, il y en a beaucoup, c'est sûr que plus on se fait connaître, plus ça arrive, hein? Fait que c'est bien. On veut passer le savoir aux autres, mais il faut gérer l'équilibre pour pas qu'il y en ait trop, parce que c'est sûr qu'il y a une fatigue qui peut s'installer de toujours réenseigner. On n'est pas une école, mais en même temps, on l'est un peu, fait qu'il faut s'habituer à recommencer, sans se tanner de toujours recommencer. Fait qu'il y a un équilibre à faire entre les deux toujours. Donc, vous faites un pôle d'attraction pour une partie du personnel, mais dans l'ensemble, vous assurez moi, je dirais de pas plus que 25. Idéalement, là, 25 de roulement, ce serait le maximum. Okay. On est à peu près à ça. Stratégie de communication avec le personnel, parce que vous avez quand même le meilleur coup, là, c'est un courriel par semaine de moi là, okay. À tout le monde, qui donne les grandes lignes de la semaine pour tout le monde. Une vue d'ensemble, même si tu n'as pas besoin de le savoir, qu'est-ce qui se passe dans un autre département, mettons machinerie, bien, quand même un courriel qui dit « Bon, moi, je ne suis pas disponible quand? Je fais quoi? Parce que je suis impliqué, ma blonde aussi est impliquée. Je suis pas là mardi. Pourquoi je vais à l'UPA, tel congrès, puis on va travailler tel dossier ou tel élément. » Puis là, ils savent que, tu sais, si on n'est pas sur la ferme, c'est qu'on contribue à la société autrement. Puis on écrit nos horaires, nos agendas, nos contraintes, puis aussi les meetings qu'il y a sur la ferme. Fait que chacun sait qui devrait s'absenter, mettons, le mardi après-midi pour aller au meeting sur la préparation de sol puis les machineries. Mettons, j'ai ma petite gang qui fait ça. Puis les faits saillants de la semaine. Puis aussi, on le fait une communication plus... comme là, je suis dû pour ma communication du début de saison. On va s'aligner pour combien d'abonnés, puis combien de points de livraison, quelle journée, puis c'est notre topo de la... Faire participer, faire sentir les gens qui participent à l'entreprise. Oui, ça, c'est un gros morceau, bien important, puis le plus important, selon moi, là, de communiquer beaucoup de détails quand même, qui comprennent... Qui ait une vision de l'entreprise. Oui, parce que le contraire, quand tu ne parles pas, puis tu gardes pour toi, puis tu te dis que c'est une job de 8 à 5, là, c'est moins le fun. Ça passe moins. Geneviève, Jim, vous avez aussi du personnel qui est loyal, fidèle, je pense, mais vous recrutez aussi régulièrement. On a un employé qui était avec nous depuis notre 2e année, donc c'est vraiment fun d'avoir quelqu'un qui revienne. Donc, c'est Rachel Gendron, puis c'est très impliqué en termes de planification, saison, tout ça. Mais en même temps, on reçoit... Oui. Juste une note sur Rachel, parce que je pense que ça exemplifie un peu la rétention. C'est quelqu'un qui n'avait pas du tout de formation en agriculture, mais qu'on a justement intégré, puis à chaque année, on lui donnait plus de responsabilités pour qu'elle se sente partie prenante. Puis on avait dès le début la discussion à savoir, tu sais, on aimerait ça te garder comment... Qu'est-ce que tu aimerais... quel morceau de la ferme t'aimerais pour que tu restes aussi? Donc, avoir ces conversations-là aussi, ça fait partie que les gens veulent rester avec toi puis faire partie de ton équipe. Puis un autre petit élément qu'on a fait, c'est beaucoup de training. Donc, effectivement, c'est comme la première journée de travail, les employés à 3-4 heures de santé et sécurité. Donc, c'est comme la première chose qu'il fait. Je pense que ça donne l'impression, les employés, que c'est très important. J'ai déjà travaillé à une place, puis c'était l'été, puis j'ai passé 3 mois, puis à peu près 2 semaines avant que je suis parti, il m'a donné mon cours de santé et sécurité, parce qu'il donne aux 3 mois. J'ai tombé jusqu'à le moment. Donc, j'étais sécuritaire pour 2 semaines, mais 2 mois et demi, je n'étais pas sécuritaire. Ça fait pas bon sens. Donc, puis, qu'est-ce qu'on fait? On fait des trainings aussi à des moments qui sont propices. Donc, mettons, ils commencent de semi-danseurs. C'est un document qui explique tous. Donc, on essaie d'avoir les détails pour que s'il n'a pas besoin de venir nous chercher chaque fois, il y a une petite question. Combien de graines de persil est-ce que je vais mettre par cellule? Mais il sait direct parce qu'il est déjà là. Puis aussi, on me fie un peu plus sur les photos. Donc, c'est comme un plateau semi-exposé, il semble, comme ça, ou... la machine est supposée setter comme ça. Je trouve que les employés aiment ça beaucoup parce que ça donne l'impression que ça se responsabilise. Ils ne sont pas nécessaires de venir me chercher. Il n'y a pas comme une personne qui connaît ça. Puis je pense que l'autre élément aussi, parce que je parlais un peu tantôt, c'est avoir, on s'appelait les silos, mais c'est comme les zones de travail. Donc, Rachel est plus responsable, mettons, pour la serre et certaines choses dans le champ. Moi, je suis plus responsable pour le champ, administration, d'autres choses. Geneviève, réseaux humains, communication, marketing.
station lavage. Donc, c'est comme d'avoir ça aussi, ça veut dire que tu n'as besoin pas d'avoir une union pour chaque chose non plus. Puis, tu peux laisser un peu d'autonomie, mettons, les employés. Puis là, ça a l'air super plate, là, cet aspect-là, mais l'aspect d'avoir le plaisir, pour nous, c'est à la base. La première journée, puis même dans les entrevues, on le fait savoir aux employés que nous, la ferme fonctionne avec les gens qui en font partie. La majorité de notre ferme, c'est des ressources humaines, donc on veut que les gens se sentent bien à la ferme, que ce soit une atmosphère de travail le fun, sécuritaire, puis relax. Donc oui, d'avoir beaucoup d'humour, pas de sarcasme, mais juste de créer des moments, là, comme tu disais, des repas ensemble et Des moments plaisants. Oui, des moments plaisants, puis de vraiment s'occuper d'eux aussi, là, de se préoccuper de comment ils vont dans leur vie, puis quand ça va moins bien, on les épaule là-dedans aussi. Là. Donc, puis aussi, juste un autre élément, on commence d'embaucher juste des gens qui ont déjà travaillé sur une ferme. Donc, pour des années, on était comme souvent la première expérience pour le monde en agriculture, mais maintenant, on a rendu un stage où on préfère de ne pas être nécessairement la première place où il fait l'agriculture, on laisse les autres à ça. Puis, avec ça, tu arrives avec quelqu'un qui peut-être il a appris les mauvaises habitudes, mais des fois, c'est comme au moins il y a une bonne idée. C'est quoi une bonne botte de radis, là? C'est quoi ça a l'air? Ou comment conduire un tracteur déjà en partant. Donc, la quantité d'investissement, peut-être tu payes 1 ou 2 $ par heure plus, mais en termes de comme un nouveau employé qui n'a jamais travaillé sur une ferme, là, moi, je dirais 6 semaines avant ils deviennent efficaces. Donc, c'est comme... C'est un an, ouais. Un an. Tu perds une bonne 6 semaines de salaire là-dessus, c'est une bonne comme 1 500$ de juste investissement. Donc, même 1 ou 2 $ par heure plus, tu cherches un meilleur candidat, là, il commence déjà avec une bonne connaissance, ça vaut la peine. Donc, on comprend, aller chercher du monde expérimenté. Non. Je vais changer de sujet assez radicalement. Ce matin, Nathalie nous a entretenus sur les forces de nos entrepreneurs. C'était quoi l'essence même de l'entrepreneuriat? Vous avez une expérience, je dirais pas récente, mais vous êtes déjà accomplie, bien établie. Quelles sont les qualités que vous avez développées ou que vous voyez que vos collègues doivent développer pour réussir après avoir expérimenté pendant quelques années les enjeux de l'agriculture? Andréane, pas excuse, tu m'en gardais. Je sais que François l'a fait, là, mais l'année passée, tu pourras peut-être donner ton commentaire aussi. Là, l'année passée, j'ai fait la formation, la plateforme en entrepreneuriat agricole. OK. Puis j'ai fait le test RIMA, puis j'ai appris beaucoup à me connaître. Puis ça, je pense que ça devient une force d'apprendre à me connaître. Puis une force que j'ai réalisée, justement, c'est que j'aime les gens, puis je m'entoure des bonnes personnes. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Je pense que c'est une de mes forces d'entretenir ces relations-là. Ça m'aide beaucoup. Savoir s'entourer. Puis la gestion, moi, je suis née là-dedans. Là. Mes parents ont parlé de gestion à toutes les heures du jour. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Autant la gestion financière qu'autant la gestion de l'horaire, la gestion de la régie de ferme. Il y a tellement de gestion à faire en agricole, là. Puis souvent, on est seul ou peu de personnes pour la grandeur de l'entreprise. Il faut être un bon gestionnaire dans plusieurs secteurs, là. Fait que ça, c'est une force, je pense, que j'ai développée avec les années, mais je dirais que ce serait ces 2 forces-là que j'aurais le plus, là. Superbe. Marie-Pierre? Excuse-moi, je te voyais absorber. Oui. Quelle qualité tu penses avoir développée ou tu penses qui est essentielle aujourd'hui, après avoir absorbé Sébastien Allais pendant quelques années aussi? Bien, je pense dans les entreprises agricoles où, en tant qu'entrepreneur, là, une grande polyvalence puis une capacité d'aller chercher les connaissances là où elles sont. Être humble puis dire qu'on ne connaît pas tout puis qu'il faut aller chercher soit les personnes ou les connaissances. Donc, c'est des choix à faire. Mais je pense que dans les dernières années, ça a été pas mal la clé là, de. Puis vous autres, en plus, vous avez développé la connaissance là où elle n'existait pas. Oui, exact. François? Comme Andréane a dit, le cours de la plateforme d'entrepreneuriat, c'est Véronique qui le fait. Elle était là justement hier puis avant-hier. C'est des coups de 2 jours. Puis ça permet de prendre profondément conscience de c'est quoi être un entrepreneur, en réseautant, donc développer le goût de réseauter avec d'autres, puis de prendre profondément conscience de ce que nos conférenciers nous ont dit ce matin, puis de l'intégrer profondément, ça nous aide à être toujours meilleurs. Je pense qu'il faut la rigueur aussi.
pour mettre tout ça en œuvre. Là. Prioriser, ça veut surtout dire prioriser, mais être rigoureux dans tout ce qu'on fait. Pas trop laisser certains points au hasard. Je veux dire, il ne faut pas être bon dans tout, mais quand même, il faut au moins savoir quand c'est le temps de s'entourer, ou sinon d'être très compétent dans ce qu'on fait. Les compétences humaines, c'est quand même souvent sous-estimé en production parce qu'on travaille toujours, peu importe le métier, avec d'autres humains. Donc, développer des compétences humaines, de rendre l'environnement agréable, entre autres. D'être curieux et intéressé dans le but d'innover, parce qu'il n'y a pas d'autre façon, je pense, de s'en sortir. On ne peut pas s'accrocher à une recette. Le monde, il avance vraiment vite. Fait que je pense que la seule façon de rester en avant, c'est d'être curieux des nouvelles choses, nouvelles tendances, nouvelles façons de faire. C'est tout. Jim? Moi, je pense toujours, quand je regarde l'agriculture, c'est vraiment un exercice en relation humaine. Effectivement, c'est pour être d'avoir un succès, c'est certain, c'est comme si la machinerie n'est pas ta force, mais tu embauches un mécanique. Si les cultures, c'est pas ta force, mais tu embauches un agronome ou quelqu'un qui est formé là-dessus. Mais c'est certain, en termes de gestion, mais quand on parle de gestion, la plupart du temps, on parle avec des personnes. Là. C'est pas juste tes employés, c'est tes conseillères, c'est tes clients, c'est tes fournisseurs. Puis, on a tous senti ça. La première fois que tu as appelé un fournisseur, moins chaude, hein? Quand tu as un chiffre d'affaires d'en bas de 100 000, puis tu achètes peut-être 3 000 d'eux autres chaque année. Là, dès que ça arrive à 20 000 ou plus par année, tu achètes eux autres, tu appelé « Hey, comment ça va, tes enfants? » Puis, je pense que le monde cherche cette humanité-là. C'est certain que comme nous autres, on fait les petites choses comme autour le temps de Noël. Là, on envoie une carte de Noël, mais c'est pas juste à la famille. On voit ça à d'autres agriculteurs. On voit ça à les intervenants dans le milieu. Nos fournisseurs sont tout en bouleversés. Tous les fournisseurs envoient une carte de Noël à nous autres. Là, on envoie une carte de Noël à eux autres. Ils sont vraiment touchés par ça. Mais quand ça arrive, le moment, c'est plein saison. Tu as un problème d'irrigation, ton pompe explose ou quoi, tu l'as appelé, là, honnêtement, ils appellent tout de suite parce que c'est comme leur coup de cœur un petit peu. Donc, au lieu de le gars qui est tout en marabout, c'est trop cher, blablabla, qui chante tout le temps. Donc, je pense cet élément-là, d'être tout le temps comme humain pour le monde. Puis, je pense aussi pour les employés, c'est très important de comme, être courant de leur vie personnelle aussi. Ça m'est déjà arrivé, un employé, ça fait comme 2 semaines, ils sont un peu comme off. Là, tu te demandes, t'es correct, là? Juste me dis, ah oui, mais ma mère, ma grand-mère ne va pas bien, je sais pas, peut-être qu'il faut placer dans une... Devient plus humain. Oui, ou quelque chose comme ça. Puis tu es comme, mais tu as besoin de prendre de temps congé pour aller là-bas pour... Oui, je pense. C'est des genres de choses que ça ne coûte pas beaucoup d'argent, mais pour les employés, c'est très important de donner une flexibilité, de faire quelque chose d'important dans leur vie. Il ne faut jamais oublier que c'est les êtres humains, ils ne sont pas des robots. Donc, l'empathie. Oui, c'était sur ma liste aussi, l'humanité. Mais sinon, je pense que quelque chose qui me frappe toujours à la ferme, et quand je vois les autres fermiers aussi, là, c'est avec les agricultrices, mais la résilience. C'est pas, on va avoir des enjeux. L'agriculture, c'est un milieu difficile. La réalité fait en sorte que, oui, maintenant, il y a un contexte. L'agriculture locale, biologique, par exemple, c'est populaire, mais reste... la réalité, c'est qu'on perd encore un nombre trop grand de fermes à chaque semaine au Québec puis au Canada. Donc, c'est pas facile, mais d'être capable de faire face à ces enjeux-là, puis de bien s'entourer, puis de continuer, même quand c'est pas facile, pour moi, je pense que c'est... La résilience. Oui. Donc, être visionnaire, c'est important, mais être résilient, vraiment à fond. J'utilise cette résilience-là dont tu nous parles. On tire sur la fin de notre rencontre, malheureusement. Vous venez de vivre de magnifiques années, vous avez bâti des entreprises, vous les avez apportées à des niveaux extraordinaires. Vous avez une vision intéressante et plus qu'intéressante, que ce soit au niveau de la volaille, dans ton cas, puis le lait maintenant. Tu as vu te positionner dans le temps, tu as vu les enjeux qui s'en venaient, puis tu les acceptes avec une grande résilience. J'écoutais François tantôt quand tu parlais. C'est le fun, on a une belle vision, puis on est tombé en phase avec cette vision-là. L'agriculture bio est tendance, manger sainement est tendance. C'est quoi la vision des 15 prochaines années? La relève s'en vient. Vous êtes la relève d'aujourd'hui, d'hier et d'aujourd'hui.
qu'est-ce qu'on peut dire à notre élève qui s'en vient? Comment on voit l'avenir? Sébastien, t'as-tu... Puis je vais aller même dans ton secteur à toi, en partant de l'AI. Comment tu vois l'avenir comme entrepreneur? Plein de défis. Oui, superbe. Comme toujours, depuis le début, il y a des défis, puis il va en avoir encore. C'est peut-être pas les mêmes défis qu'au départ, mais ça va être des défis. Vision de l'avenir, est-ce que tu as l'impression qu'il va y avoir un grand mouvement qui va rentrer dans la production bio, qu'il va y avoir une autre révolution qui s'en vient? Comment tu te positionnerais si tu partais demain matin ton entreprise? La révolution bio est déjà là. Je pense que quelqu'un qui se part en affaires aujourd'hui, il ne faut pas qu'il la mette de côté. Okay. On a parlé un petit peu au début de la réunion aussi, le côté technologique, les ventes en ligne. C'est sûr. Là. Puis présentement, nous, ça paraît déjà, puis ça va juste en augmentant d'année en année. Donc, quelqu'un qui se part en affaires aujourd'hui, c'est quelque chose à réfléchir. Un passage obligé du côté de la technologie. Technologie, oui. En gros, là, okay. Les réseaux sociaux, les ventes en ligne, ou que ce soit en côté gestionnaire, là, côté de la gestion. Là. OK. Bon. Tu veux ajouter, Marie-Pierre? Oui, non? Je dirais que ce que Sébastien vient de dire, c'est vraiment d'autant plus important. Tout ce qui est en termes de production, mais qu'il faut qu'on fasse notre propre mise en marché. C'est les réseaux sociaux. Pour nous, ça a été essentiel. Avoir des sites Internet maintenant, c'est plus qu'essentiel. Quand on ne trouve pas une entreprise, n'importe quelle entreprise, mais là, dans le domaine agricole, elle n'existe pas. Des fois, nous-mêmes, on fait des recherches. C'est qui, eux? Ils n'ont pas de site web, telle ferme. Là, on ne sait pas c'est qui. T'sais, on dirait qu'ils n'existent pas. Quand maintenant, il faut que tu sois sur le web pour exister. Donc, c'est vraiment essentiel. Dans l'avenir, ça va venir à évoluer. On ne sait pas trop comment, mais on va s'adapter. Mais sinon, on envisage ça d'un côté positif. Peut-être que dans 10 ans, on aura de la relève. Là, on en reparlera rendu à ce moment-là. Ouais. Andréane, côté production volaille, production laitière, tes productions puis ton marché, comment tu vois l'avenir? Moi, mes enfants ont 5 et 7 ans, mais je les prépare déjà. Peut-être qu'ils ne feront pas ça, mais s'ils décident de choisir ce milieu-là, c'est un peu la raison pour laquelle j'avais acheté la ferme laitière, pour peut-être éventuellement établir mes enfants aussi là-dedans. Sinon, je caresse des projets. Tranquillement, j'aimerais ça peut-être m'en aller dans la transformation. J'avais hésité à grossir dans le poulet. Et puis, depuis 2 ans, là, je m'enligne pour un autre projet, me diversifier encore dans d'autres choses. C'est quand on n'a pas le temps qu'on trouve le temps. Hein? Oui. Mais ouais, j'aimerais peut-être ça, développer quelque chose, un produit avec mes poulets. OK. Donc, toi, tu vois l'avenir tellement positivement que tu veux poursuivre la diversification. Je veux aller au bout des limites. On va voir ce qui va arriver. Ouais. François, l'avenir pour vous autres? Je pense qu'elle a raison, la valeur ajoutée, c'est quand même une des façons de se sortir du fait qu'il y a toujours une concentration de plus en plus grande. Puis si on veut maintenir à flot une diversité, un grand nombre de petites entreprises familiales, il faut que chacun tire son épingle du jeu. Là. Mais dans le bio, on échappe là. Je veux dire, un certain âge d'âge, je dis, pour la petite entreprise qui est comme... Je pense qu'il est en train d'achever. C'est très populaire de se démarrer en bio. Il y a beaucoup de compétition déjà. Les marchés de proximité ou même de grande distribution commencent à être saturés. C'est difficile de placer tout ce monde-là. Puis, il y a des gros joueurs qui arrivent. Fait qu'il y a un gros défi de mise en marché. Dans 10 ans, je pense que ça sera... Nous, notre nom est fait, notre image dans notre secteur. On va sûrement s'en sortir. Mais pour la relève, là, ce ne sera pas facile. La concentration, les plus grosses fermes, les distributeurs, ils n'ont pas encore... je parle les détaillants, ils n'ont pas encore embarqué full pin dans le bio, puis ça va se faire. Fait qu'il va falloir être... si on veut conserver un peu ce qu'on a développé de mieux au Québec, je trouve que dans les autres provinces, là, que l'agriculture de proximité est plus développée, puis le lien entre l'agriculteur et le consommateur va falloir rester en avant de ces gros joueurs-là, ce qui va être très difficile. Mais là, c'est sûr qu'il y a... Donc, tu vois l'avenir plus difficile pour les startups, les démarrages. Oui, pour les nouvelles fermes. Qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin pour ça? À petite échelle, des économies. À défaut d'avoir des économies d'échelle, être innovant en production, en productivité, pour essayer de continuer à être attractif par rapport à les grandes chaînes qui vont trouver comment faire baisser les prix, je pense. Là. Puis... c'est sûr qu'il y a 10 ans, en 2008, là, tu m'aurais demandé, je serais où dans 10 ans, là, toutes nous autres, là, c'est... Fait que, mais
Je pense qu'on va avoir une bonne idée de comment on va avoir planifié notre relève à nous. Déjà, il faut. Je vais avoir pas près 48 ans. Il va falloir que ce soit pas loin d'être cané de la façon dont on va le faire. Pas ça va être qui la relève, mais que la ferme je vais être de moins en moins indispensable. Je vais avoir une stabilité dans mon personnel, mes procédures de gestion pour pouvoir tranquillement passer à autre chose. C'est sûr qu'on est des machines à projet. Moi, j'ai d'autres projets en dehors de la ferme, puis je veux entreprendre d'autres projets connexes, mais pour ça, il faut que la ferme puisse un peu vivre d'elle-même avec un certain roulement dans les générations d'employés, puis l'avoir à long terme, là, parce que c'est sûr que un gros problème qu'on a, c'est que la relève, là, elle a parfois le défaut de vouloir démarrer, surtout dans notre secteur, son entreprise de zéro. C'est très valorisé, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui prennent leur retraite puis qui ont des entreprises qui ça coûterait pas trop, ce serait pas trop compliqué de les modifier pour qu'ils conviennent aux besoins. Puis l'artère, là, elle a encore beaucoup de chemin à faire. Je veux dire, c'est le meilleur outil, je trouve, mais et le jumelage, là, faut faire x10, là. Puis mettre de l'eau dans son vin des deux côtés. La relève, je pense qu'il faut qu'elle comprenne qu'il y a déjà un patrimoine à valoriser là, un peu partout sur le territoire. Extraordinaire, merci beaucoup. Jim, tu as de la relève qui s'en vient, mais comment tu vois l'avenir pour eux autres et pour toi? Bien, je vois quelque chose. Une, c'est l'effet des changements climatiques. On sait que certainement, ici, à 25 ans, il y a des études qui sont faites avec AgriClimat, qu'on va voir l'été plus long, plus chaude, mais il y a une diminution de l'eau dans les rivières. Donc, on est un pays d'eau, mais peut-être on va être moins un pays d'eau dans le futur. Donc, c'est certain, il faut qu'on garde pour d'autres technologies qui vont nous aider. Mettons, production en serre vont aider beaucoup à combler un peu nos besoins. Aussi, il faut qu'on prenne en considération que je pense le moyen qu'on transporte les matériaux ici à une place à l'autre, ou pays à pays, vont changer dans les prochaines 20 à 30 ans. Ça se peut qu'ils deviennent moins chers si c'est électrique, ou ça se peut que ça devienne beaucoup plus cher. Puis on a comme une... Mais je vais te dire honnêtement, globalement, je pense que quelque chose a changé. Dans les derniers 10 ans, là, on a été comme un monde de libre-échange, puis soudainement, on voit beaucoup de tarifs sont en train de mettre en place tout ça. Donc, ça se peut qu'on tombe dans une situation ici 10 ans où le gouvernement va avoir une politique plus vers l'autonomie alimentaire. Je pense que c'est quelque chose qui peut jouer dedans aussi. Une dernière chose qui me frappe aussi, c'est les prix des terres. Il faut que ça arrête à un moment donné parce qu'effectivement, les jeunes, ils ne vont pas être capables d'accéder à une terre d'1 million. Puis c'est certain qu'on fait des investissements à la ferme présentement. On pense toujours, est-ce que le relève va être capable d'acheter de nous autres? Comme je ne veux pas que ma ferme soit à 3 millions parce que les normes de monde qui peut acheter est limitées. Mais si le prix de la terre lui-même est 2 millions en 30 ans, mais ça va être impossible pareil. Donc, je pense peut-être le gouvernement doit réévaluer la loi pour la protection de terres agricoles, mettre ça plus rigide, mettre certaines choses en place pour réduire l'utilisation des terres pour la récréation, là, on dira. J'ai acheté une grosse terre pour faire le VTT, là, je connais le monde comme ça. Puis, c'est juste des choses qui passent ma tête. C'est bien, merci. Geneviève? Oui, c'est ça. J'ai l'impression que beaucoup de choses ont été dites, mais c'est sûr que nous, dans 10 ans aussi, on va penser pas à prendre notre retraite, mais à vraiment, là, on pense déjà à comment on va faire le transfert de notre ferme. Donc, c'est sûr que dans 10 ans, ça va être encore une réalité encore plus prenante, puisqu'on sait que ça prend à peu près 5 à 10 ans minimum, là, vraiment bien faire le transfert. Puis, on faisait à la blague, c'est vrai qu'on a 3 enfants, 3 gars. Ça se répète des filles, je dirais la même chose. Ça se peut qu'il y en ait un de nos enfants qui veulent reprendre la ferme, mais je ne vais pas m'attendre à ce que ça soit le cas. Mais ce que j'aimerais vraiment, bien, comme tu disais, François, moi, dans 10 ans, je voudrais que la ferme, on ait atteint le niveau de production pour la ferme, là, donc que ça soit stable, donc qu'on ne soit plus dans la croissance, qu'on récolte ce qu'on a semé, finalement. Puis j'espère vraiment profondément que ce qu'on va avoir semé, ça va être une ferme pérenne au niveau financier, au niveau environnemental, puis au niveau social, puis qu'elle contribue vraiment à dynamiser la région. C'est ce que je souhaite. Puis j'espère vraiment que la relève, peu importe qui elle est, que ce soit nos enfants ou autres, puisse
puisse obtenir notre ferme quand on va vouloir la céder, parce que présentement, c'est ça, c'est un stress constant, pour vrai, là. On en connaît déjà des gens qui veulent prendre leur retraite puis que leurs enfants ne sont pas capables d'acheter la terre. Puis moi, j'en veux une agriculture demain. Je ne sais pas pour vous, là. J'en veux une aujourd'hui. Ah oui, puis ça, c'est l'autre chose, dernière petite chose, mais je ne sais pas si ça rentre là-dedans. Une préoccupation constante pour moi, c'est la viabilité des fermes. La majorité des fermiers que je connais puis des fermières gagnent leur vie, mais comparativement à ce qu'ils pourraient faire dans un autre secteur, je veux dire, c'est des peanuts, là. Qu'est-ce qu'on fait? Les marges de profit sont très faibles. On en parlait tantôt, il y a le stress vécu par les fermiers et fermières. Ça me préoccupe beaucoup, mais moi, je veux que ça soit non seulement valorisé, le métier d'agriculteur et d'agricultrice, mais je veux que les agriculteurs et agricultrices... Sois fier. Hein? Sois fier. Sois fier, mais plus qu'au niveau financier, sois moins stressé. Ça, je pense qu'on a un gros travail au Québec à faire là-dessus. Puis voilà. J'espère qu'on pourra travailler ensemble, tout le monde, à faire en sorte qu'on soit à un stade différent dans 10 ans. Je vous le souhaite à tous. On est sur la fin. Je vous remercie énormément pour votre participation. Est-ce qu'il y a des éléments, parce qu'on a couvert beaucoup de sujets, on a été un peu éparses, on a couvert aussi bien des sujets communication, enjeux d'organisation interne, transfert, reprise, vision de l'avenir. Est-ce qu'il y a des éléments que vous aimeriez livrer à notre auditoire avant qu'on ferme le débat? François? Moi, je pense que... Le micro marche-tu? Oui, il est allumé. Je pense que notre génération, elle ne veut pas travailler 70 heures semaine. Puis, je pense pas que c'est quelque chose à valoriser. Faut prendre du temps pour soi. Puis, la détresse psychologique, c'est quelque chose qui est partout, hein. Puis, on peut s'imaginer qu'on est fait fort, puis on peut se comparer, se gonfler les bras l'un l'autre sur notre niveau de travail. Mais je pense que ce qui est louable, c'est d'arriver à avoir de la qualité de vie tout en étant rentable. Puis ça s'appelle prioriser, mais aussi faire des choix dans la vie. Prioriser, finalement, c'est quoi nos choix, là? Fait que moi, je suis fils de restaurateur. Je connais ça, travailler 70 heures semaine. C'est quelque chose que mon père aussi était fier. Puis c'est la seule façon de s'en sortir en restauration. Je veux dire, c'est plate, mais c'en est un autre métier. Quand tu as ton restaurant, tu as ta cuisine, ça ressemble un peu à l'agriculture. Tu es pris dans un certain modèle, puis bon, c'est sûr que l'agriculture, des fois, c'est sûr dans les saisons d'ébattage, c'est normal peut-être de faire des gros chiffres, mais il faut retrouver un équilibre. Restauration, mais des fois, tu as une saison morte, mais je pense qu'il faut vraiment, pour le couple, pour les enfants, pour soi-même, comprendre que même si on se sent avec beaucoup d'énergie dans 5 ans, 10 ans, on va peut-être le regretter d'avoir oublié certains aspects de la vie, là. Fait que c'est quelque chose que je pense qui est bien important. Puis j'espère qu'un jour, le ministère de la Santé va mettre des budgets en santé mentale pour prévenir puis guérir quand ça arrive des problèmes de détresse psychologique parce que c'est un fléau. Bon commentaire, merci beaucoup. Fait que je vous remercie infiniment. Merci à l'organisation pour nous avoir permis de faire ce panel-là. Merci.